Et après, c'est toi. Hein? Allez, allez, les enfants. Comment? Ça n'a pas marché moi aussi quand j'ai dit on revient et j'ai dû crier un peu. C'est pas mal la technique de le mettre là. Ouais. Comme ça, tu sais que Oui. Le dernier assis a perdu. Alors on va parler de la mise à jour des recommandations. Il y en a déjà eu qui ont été un peu informelles pour les LPT. Et pour pouvoir un peu marquer le coup, parce qu'il y a peu de données dans la littérature, il y a une publi Nashville en pédiatrie, et puis une publi relativement récente, mais ça fait plus de 5 ans, 6 ans, par les Britanniques chez les adultes. Et puis surtout, il y a plein de questions qui ne sont pas traitées, comme comment je suis la charge virale, etc. Donc l'article, il est fini d'être écrit. Le problème, c'est qu'il est beaucoup trop long. Donc il faut que je concentre au maximum. Et puis ensuite, il y a déjà un réseau qui est prévu pour le relire en France. Ensuite, on fera également relire par 2-3 experts internationaux qu'on connaît bien et qui, normalement, devraient être un petit peu les futurs recos internationales sur les post-transplantations. Alors, bien sûr, on va suivre la façon classique de les classer, mais comme c'est une maladie rare, on n'a pas d'études prospectives comparatives, donc il n'y aura jamais 1 ou 2, le mieux c'est du 3. Donc ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est plutôt les recommandations avec les lettres. Le A est vraiment ce qu'on considère comme entre guillemets obligatoire, le B fortement recommandé, et je vais vous mettre un petit peu en ressortir en bleu ce qui est le plus important. Le pronostic, c'est pas vraiment important, mais parfois dans la littérature, il dit qu'il faut le score de Duchemol ou de Bildu. Je pense que le plus simple, surtout par les hématologues, c'est l'IPI, parce que tout le monde le connaît. On l'a montré tout à l'heure, donc c'est simplement un rang B, parce qu'il n'y a pas vraiment d'implication. Et puis on commence à arriver dans le vif du sujet, diagnostic et notamment imagerie. Alors peut-être que pour vous c'est évident et pour moi également, le TEP scanner pour le systémique c'est vraiment de loin la meilleure référence, c'est beaucoup plus sensible que le scanner, mais il y a pas mal de pays qui tiquent un petit peu et il y a même les pédiatres qui ne sont pas encore dans le consensus, je pense que vous serez probablement d'accord. Je sais pas, j'ai posé la question, vous avez un peu peur des PET scanners tout à l'heure, mais donc je ne peux pas le recommander. Vous avez... c'est peut-être, il y a peut-être ça qui joue. Il y a peut-être ça qui joue. D'accord. D'accord. Bah, il faudra faire des PET scanners avec des dessins, des coloriages, du rose et de la musique pour voir. Un casque sur réalité virtuelle, pourquoi pas. Donc Children, je ne peux pas vraiment donner de recommandations, c'est difficile. Pour le diagnostic, l'évaluation, mais également, on le verra, pour le suivi, c'est également le PET scanner qui est le mieux pour nous. Et puis, par contre, pour le cérébral, c'est comme chez les immunocompétents, c'est pas le TEP, c'est pas un bon examen, c'est l'IRM qui est la référence. Et bien sûr, s'il y a une atteinte méningée, c'est la ponction lombaire également qui permet de suivre l'efficacité de faire le diagnostic. Prophylaxie, c'est une première question qui est importante. Il y a des publis anciennes, notamment chez les transplantés rénaux, en rétrospectif, qui montraient que les anticorps anti-CMV, qui en fait sont assez riches en anticorps anti-EBV, avaient un effet prophylactique, mais ils ne sont pas disponibles en France et peu disponibles à l'étranger. Donc actuellement, on ne peut pas recommander de prophylaxie de façon générale. Le rituximab dont on a parlé tout à l'heure, tant qu'on n'a pas les résultats, notamment de l'étude française prospective, on ne peut pas se permettre de le faire en reco. On dit que probablement ça va changer, mais il faut attendre ces résultats-là. Mais on ne peut pas vraiment le mettre en A, c'est important. Et puis une question dont on a parlé tout à l'heure, dans certaines recos internationales, quand vous avez la possibilité chez un patient EBV négatif d'avoir un choix de donneur, ce qui n'est pas toujours le cas, on préfère également un négatif. Mais souvent, c'est plutôt un vœu pieux qu'une réalité du quotidien. Alors le préemptif, par contre, là, oui, il y a des publications qui clairement montrent que c'est intéressant. Et la première question, il y en a beaucoup en pratique, notamment dans le milieu petit et fermé des LPT, qui est comment je fais une charge virale, je la suis et sur quel type de technique. La première, c'est que quand vous lisez la littérature, il y a du sérum, il y a du plasma, il y a du sang total, etc. Donc on a revu avec nos équipes de virologues et avec de la littérature en plus en appui, c'est clairement
peut-être exceptionnellement la primo-infection EBV qui serait une exception, parce que là, il y a vraiment une phase lytique, mais en général, c'est à l'intérieur des lymphocytes B, et des publications montrent que la différence entre le sang total et le plasma ou le sérum, c'est parfois de 100 fois en sensibilité. Donc, de façon assez claire, on recommande, là, c'est une des nouveautés, le sang total pour la charge virale EBV. Après, pour un même patient, c'est vraiment important d'avoir, parce qu'il y a des variations d'un labo à l'autre, de suivre le même laboratoire. La question entre copie par ml ou les recommandations OMS d'unité par ml, c'est un peu comme l'INR. Peu importe, c'est à partir du moment où vous suivez le même laboratoire. Par contre, si vous comparez entre plusieurs labos pour faire une étude, c'est mieux d'avoir les unités parce que là, c'est beaucoup plus proche. Le monitoring, là, on le recommande de façon très importante pour les patients à risque. Alors, il y a un consensus qui est pour les patients qui sont receveurs négatifs EBV, donneurs positifs. C'est un petit peu moins évident pour les autres, mais c'est vrai que transplantation intestinale, honnêtement, on en a moins de 10 par an en France, vous voyez, c'est pas beaucoup. Tout le monde est d'accord, c'est important. Mais pour nous, localement, par exemple, les poumons et les cœurs, on recommande de faire une charge virale à chaque visite de consultation. Et vu le prix des charges virales actuellement, qui n'est franchement pas énorme, je pense que c'est facile dans le suivi, au moins la première année. Pour les enfants, c'est un peu difficile. On a suivi ce que disait Nashville, donc plutôt pour le risque intermédiaire, faute de mieux, parce que je n'ai pas d'autres choses à montrer. Après, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a pas de seuil. Alors après, quand les gens ont dit à tout le monde, il n'y a pas de seuil, celui qui n'a pas l'habitude, il dit, vous m'en donnez un, comme ça je vous aide. Donc on propose simplement un seuil à 100 000. C'est ce qu'on avait choisi, nous, pour notre étude sur les greffés cardiaques à la Pitié, en montrant un avantage dans le traitement préemptif. C'est qu'une proposition, vous voyez, c'est un score C, simplement. Je n'ai pas de preuve absolue, mais au moins on propose quelque chose et c'est mieux que rien du tout. Après, je vais vous montrer un petit schéma. Quand vous avez une charge virale qui est élevée ou une primo-infection, on recommande, au minimum chez l'adulte, de faire un TEP scanner, et surtout chez les allogreffés où ils font des LPT super rapides. Parfois, on a la surprise, on croit que c'est une réactivation. En fait, il y a déjà la LPT qui est présente. Première attitude, baisse de l'immunosuppression. Deuxième point, on vérifie toutes les semaines est-ce que ça fonctionne, parce que la réponse est très très rapide. Et puis, uniquement si ce n'est pas assez efficace, en ce cas-là, on peut recommander un rituximab, un seul, parce qu'il y a des gens qui en font plusieurs, c'est pas utile, un seul, on vérifie à une semaine, et dans l'immense majorité des cas, une semaine, ça va baisser. Dans les rares cas où ça baisse pas, deuxième injection, à partir du moment où vous dites j'arrive à la troisième injection, il y a un truc qui va pas. Soit il y a la LPT, il faut refaire le TEP scanner, soit il y a des cas qui sont rares, mais qu'on a vu, c'est que le BV dans les lymphocytes T. Donc là, il n'y a pas énormément de techniques et de centres qui le font, mais vous pouvez faire de la fiche EBV qui regarde où est-ce qu'il y a de l'EBV et on voit si c'est dans les lymphocytes T ou pas. Si c'est le cas, évidemment, le rituximab ne sert à rien. L'injection, c'est une seule, c'est à dose hématologique et par rhumato, 375 mg mètre carré. Et puis, l'efficacité, après, c'est des propositions. En gros, si vous baissez de 0,5 log, on pense que l'efficacité est bonne. Voici de façon assez simple. C'est pas rare, quand les transplanteurs d'organes ou les allogreffeurs c'est un peu différent parce qu'il faut aller relativement vite, mais en tout cas, organes solides, charge élevée ou primo-infection, ils baissent l'immunosuppression s'ils le peuvent, et ça c'est les transplanteurs qui baissent, c'est pas nous qui baissons, parce qu'on connaît moins le patient que eux, et ça nous donne le temps d'avoir le TEP scanner. Donc il y a déjà quelques jours, une semaine, où il y a la baisse de l'immunosuppression. TEP scanner positif, bien sûr, c'est biopsie, là vous êtes probablement dans le curatif, et si c'est négatif, en ce cas-là, vous avez déjà eu la baisse de l'immunosuppression depuis quelque temps, on fait une dose de rituximab. Baisse de l'immunosuppression, c'est un peu difficile, et là aussi c'est dur de trouver des consensus. À chaque fois que vous avez une LPT, il faut baisser l'immunosuppression si vous pouvez, et là il faut vraiment que ça soit de nouveau l'équipe de transplantation qui le fait. Pour les allogreffés de cellules souches, c'est très difficile, surtout si c'est très précoce. Donc si l'allogreffeur dit je peux pas, c'est pas grave, on ne baissera pas l'immunosuppression. Il faut surtout pas déconner dans ce genre de situation. Donc c'est l'équipe de transplantation, attention chez les allogreffés. Pour les formes particulières, essentiellement chez l'enfant, les formes non destructrices que nous on a très peu chez l'adulte, et les formes dont on a parlé tout à l'heure qui sont très rares, cutanéo-muqueuses EBV positives, et bien dans ces cas-là, la baisse de l'immunosuppression souvent suffit à les guérir, et si ça ne marche pas, on verra, c'est le ritux tout seul, mais rarement besoin de chimiothérapie. L'évaluation de la baisse de l'immunosuppression, il n'y a pas de publication, donc on donne plutôt une aide, une proposition qui est de refaire le bilan au bout de 4 semaines. C'est ce qu'on faisait dans la première étude avec Noël Millepied, c'était l'évaluation de la baisse de l'immunosuppression avant le ritux.
Et puis, il y a là quelques publications, mais j'ai vu que ça coïncide un peu à ce que vous disiez. Quand on veut baisser les drogues, il faut essayer de laisser les inhibiteurs de la calcineurie, parce qu'il y a beaucoup plus de risques de rejet quand on les arrête, quand ils en ont. Donc c'est un peu la seule aide qu'on a. Il y a zéro consensus pour le reste, mais c'est une info qu'on peut au moins avoir. Puis les vieilles habitudes de enlever complètement le greffon, il faut abandonner. Je crois que vous ne le faites plus, parce qu'on a beaucoup plus d'ennuis en faisant ça qu'à part. Mais je pense que ça peut être utile pour certains pays qui pourraient recommander ça, pour être un petit peu radical. Le traitement des formes adultes, en tout cas les plus fréquentes, sont les polymorphiques et les monomorphiques, ou lymphome, selon la classification que vous utilisez. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la différence polymorphique, monomorphique, oui pour l'anapathe, pour nous on s'en fout, on les traite pareil, même si le polymorphique n'est pas clonal, on le traite pareil. Le traitement de référence, c'est le traitement séquentiel, qu'on a publié en prospective. Il y a 2 études prospectives, une franco-allemande et une allemande, qui montrent qu'en effet, en commençant que par le Ritux, évaluation à 4 semaines, et si réponse complète ou réponse partielle avec un IP initial 0,1,2, on peut continuer qu'avec le Ritux, et sinon on fait du AirShop et que 4. Il y a 2 infos, donc on commence par le Ritux, et s'il y a besoin du AirShop, c'est que 4. Donc en fait, on a des très bons résultats. C'est 70% de guérison chez ces patients-là, donc les meilleurs de la littérature, et en fait, on traite moins fort qu'un immunocompétent. Donc c'est vraiment une maladie qui est à part. Chez les enfants, je suis un peu embêté, vous voyez, j'ai du mal à mettre du A, mais il y a plusieurs quand même publications, même il y en a qui ont peur, il y a plus d'infections chez les enfants qui ont des rituximab. Alors vous m'avez dit que, surtout chez les greffés, ils perdaient complètement la lymphocyte B ad vitam aeternam, donc il y a des petits bémols, mais au moins commencer par 4 rituximab, on peut le proposer, et il y a de la littérature chez les enfants. Après, c'est un peu un vide absolu à faire si ça ne marche pas. Après l'allogreffe, on commence par les 4 Ritux, on ne recommande pas le AirShop, parce que ce sont des patients qui vont mal supporter la chimiothérapie. Donc on passera directement à la seconde ligne qu'on va voir. Si maintenant le patient en rechute réfractaire et qu'il est EBV+, donc à peu près 50% chez l'adulte, plus chez l'enfant, la référence actuellement, en tout cas au moins en Europe, où le produit est disponible, c'est le Tabelloclocel, donc lymphocytes T anti-EBV commerciaux, qui ont l'AMM. C'est le seul produit qui a une AMM dans cette indication. Donc c'est vraiment la première indication. 50% de patients qui vont pouvoir guérir avec ce traitement qui est très bien toléré. Si on ne peut pas trouver un donneur, ou qu'il n'y a pas d'indication, ou qu'il a rechuté ou pas répondu, on va demander à l'anapathe. C'est pour ça de plus en plus, dès le diagnostic, qu'on demande est-ce que ton anapathe a regardé le CD30. Dans l'idée, si ça ne marche pas, on gagne du temps. Et s'il y a un peu de CD30, n'hésitez pas à utiliser le brentuximab vedotin, soit seul, soit en combinaison. On en a parlé tout à l'heure. Et puis, si vraiment vous n'avez pas de chance, malheureusement, on en a des patients comme ça, ils sont CD30-, ils sont EBV négatifs, ils sont en rechute réfractaire. Faute de mieux, on utilise ce qu'on connaît chez les immunocompétents comme type de chimiothérapie en s'adaptant aux patients. Donc ça, c'est ce qu'on avait publié dans Blood comme recommandation. Donc vous voyez, on commence par le traitement un petit peu classique. Si ce qui avait changé là, c'est par rapport à la première publi, c'est que même s'ils sont en PR avec un IP initial inférieur à 3, je peux continuer uniquement le rituximab. Sinon, je passe au AirShop. Si le patient ensuite répond bien, je surveille. S'il ne répond pas bien, je regarde le BV, Tapcel, je regarde le CD30, rituximab. Et sinon, traitement des immunocompétents. Cas particulier des lymphomes cérébraux, c'est au moins 10% des lymphomes du transplanté. Je ne sais plus combien on était dans la série, on était 12-15 je crois, en pourcentage des lymphomes cérébraux. 18, je vous avais dit, en 2 secondes, il donne les chiffres exacts. C'était un test. Donc la référence, c'est le méthotrexate. La différence, le seul truc, c'est que la publi, là, il faut qu'on ait réussi à la sortir à quelqu'un d'Amiens qui est sur le coup. On adapte les doses à la fonction rénale. Même le dialysé, on peut faire du méthotrexate, on descend jusqu'à 100 mg m² et on adapte les doses suivantes avec le résultat du H24 du dosage, ce qui nous a fait passer de 20-25% de RC à 80% de RC. Donc ça va complètement révolutionner la prise en charge et ce qu'on espère, c'est voir les courbes de pronostic des cérébraux qui s'améliorent. Le traitement dont on a parlé, AirShop, il ne faut pas le recommander. Donc c'est un traitement à part. Le Ritux tout seul, ça ne marche pas bien, ça ne passe pas bien la barrière hémato-encéphalique, même s'il y a quelques case reports qui ont répondu au Ritux tout seul, voire à la baisse de l'immunosuppression, on ne recommande pas ça. C'est une maladie quand même agressive et qui tue relativement vite. Et puis en cas de rechute réfractaire, comme on vous l'a dit tout à l'heure avec Antoine, quasiment 100% sont EBV+. Donc le traitement vraiment de référence seconde ligne, c'est le Tabelloclocel, qui va pareil vous donner au moins 50% de réponse.
Alors ça, on n'a pas encore les publications, mais on a des résultats présentés en congrès sur les études, pas beaucoup de patients, mais c'est au moins aussi bien en efficacité que sur les systémiques et très bien supporté. Le lénalidomide, on en a parlé, c'est un bon traitement des cérébraux. Si vous faites des cérébraux, attention, c'est un stimulant de l'immunité, donc il y a un risque de rejet. Donc on préfère le garder en dernière possibilité thérapeutique dans les cérébraux, alors que par exemple les imides, les brutinib, il n'y a pas de souci au niveau du greffon. Et puis enfin, les traitements un peu particuliers, il faut y penser quand même, parce que dans certains cas, on est un peu on est embêté parce qu'il y a une forme localisée qui résiste à tout. Il faut penser aux vieux traitements qu'on avait avant même le Ritux. La chirurgie, mais il faut que ça soit localisé. La radiothérapie, ce sont des bonnes options pour ces formes, soit d'emblée, soit si ils résistent à tout, mais vraiment localisés. Et la question des carticelles, je ne peux pas le mettre en recommandation. Dans la littérature, il y a beaucoup qui meurent, surtout si vous regardez poumons et cœur. Et les seuls qui répondent bien, donc ça peut bien répondre, sont ceux pour lesquels on peut soit arrêter l'immunosuppression, soit baisser, mettre que des corticoïdes. Donc c'est souvent les reins et les vieux foies pour lesquels on peut proposer. Donc on arrête l'immunosuppression et on laisse que les corticoïdes à peu près 1 mois avant la lymphodéplétion. Et ça va jusqu'à à peu près 2-3 mois après l'injection des cartis. Donc il faut quand même pouvoir tenir pendant ce temps-là, mais on réussit à avoir des résultats. Donc c'est vraiment en dernier recours qu'on utilise les carticelles. Et puis les autres LPT, alors c'est vraiment un répertoire à la Prévert. Quand vous regardez donc les formes cutano-muqueuses, très bon pronostic, baisse de l'immunosuppression et éventuellement Ritux si ça ne marche pas. L'enfant, toujours pas assez de données, donc il y a des publiés au moins une sur les formes EBV négatives, ils font des petites doses de chimio sans otracycline, ça marche bien. Donc pas besoin de faire du CHOP probablement chez l'enfant. Les lymphomes T, c'est la merde, ils meurent quasiment tous, donc si on peut les traiter le mieux dès le début, notamment avec du brentuximab vedotin, c'est recommandé, mais vous voyez, c'est que du C, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hodgkin, c'est un peu comme dans le VIH, il y a plus de données, notamment question de tolérance, avec les chimios moins fortes. Alors même si dans super forme, vous voulez faire du BRCA, on vous commence quand même soit du BVAVD, soit de l'ABVD, et en général, ils vont bien répondre, le pronostic est bon. Et puis enfin, les formes plasmocytaires, quand c'est localisé, c'est bon pronostic, c'est soit la chirurgie, soit la radiothérapie. Quand ça ne marche pas, on a du choix entre chir-radio en fonction de ce qu'on avait fait avant et du CHOP. Quand c'est disséminé, c'est moins bon pronostic. Là, il n'y a pas vraiment de recommandations, mais on propose plutôt de faire des traitements de type myélome multiple. Ça, c'est vraiment des choses pour lesquelles on devra avancer avec les données de la vraie vie, parce que les prospectifs, on ne pourra jamais, tellement c'est rare. Et puis, on terminera avec la surveillance de façon très très simple. Il y a surveillance par imagerie. Si c'est du systémique, c'est plutôt le TEP. SNC, plutôt l'IRM. Maintenant, est-ce qu'il faut que je suive ad vitam aeternam ? Il n'y a pas de consensus. Il y a des études qui disent, comme chez l'immunocompétent, vous refaites les images qu'en fonction des signes cliniques. Alors perso, moi j'arrête au bout de 2 ans, mais vous faites ce que vous voulez. Mais je ne peux pas faire des recos de façon officielle. La charge virale, si c'était une maladie à charge virale EBV élevée, ça serait un bon marqueur. Mais je ne vais pas changer mon traitement là-dessus. Simplement, si la charge remonte, je refais mes imageries et je regarde si c'est soit une réactivation, parce qu'on a vu comment on traitait, soit si c'est une rechute de la maladie. Et puis, cas particulier, ça c'est une info qu'il faut donner, parce qu'on a souvent en RCP national des évaluations, c'est comme dans le VIH, des IRM cérébrales chez les immunodéprimés. Souvent, il y a du gado qui reste. Donc, il y a une classification qu'on a publiée par les groupes français LOC, qui est l'ARCIP, je vous montre. Donc, ça permet d'affiner un petit peu les critères de réponse. Vous voyez la masse au début, il y a de déviation, il y a de l'œdème, il y a la prise en cocarde classique qu'on a sur les lymphomes de l'immunodéprimé. Et puis quand vous avez des réponses, là il n'y a plus d'œdème, il y a toujours un petit peu de gado, mais la façon de dire c'est une rémission complète, c'est qu'avec des séquences que moi je ne connaissais pas avant, permet de dire en fait c'est de l'hémorragie. Et si vous avez le gado uniquement au niveau de l'hémorragie, c'est très probablement une rémission complète. Donc on dit RCU. Et vous refaites l'imagerie 1 à 2 mois après, et si ça n'a pas bougé, c'est une RC complète. Et ça permet vraiment d'éviter un nombre important de retraitements qui sont complètement inutiles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Sylvain. Oui, c'est mon prénom. Je suis choqué. Et l'énalidomide, oui, avec tous les risques que ça comporte, mais tu associerais à l'ibrutinib dans ces situations de lymphome cérébraux qui rechutent pour optimiser en termes d'efficacité ? Alors, je commencerai par l'ibru tout seul, avec le risque. Si ça ne marche pas, donc on a l'option de mettre du lénalidomide. Alors, après, il y a une autre question, on va parler tout à l'heure avec les bispés.
Et les bispés, il y a un peu une tendance, même s'il n'y a pas de preuve absolue, d'augmenter son efficacité avec les imides. Donc même chez le transplanté, il y en a, tu nous en parleras, où on rajoute un imide en plus. On dit simplement aux transplanteurs, attention, je mets un imide, est-ce que vous pouvez regarder un petit peu plus près que d'habitude le risque de rejet de ces patients-là. Donc ce n'est pas un refus absolu, hein, c'est attention. On a souvent, donc on monitore la PCR-EBV, comme vous avez dit. On se pose souvent la question de ces patients qui gardent une virémie un peu élevée, entre 4 et 5 logs, chez qui on a déjà fait un TEP qui est normal, où on sollicite souvent les hématos. Qu'est-ce que vous conseillez Donc, ces cas-là, c'est pas aussi rare que ça. Ouais, on en a et il y a plusieurs attitudes. Et sans que je puisse dire, il faut que tout le monde fasse ça. En gros, il y a le truc évident, charge virale super élevée. On traque vraiment l'infoprolifération et on aime bien faire du Ritux, même si c'est à répétition. C'est-à-dire qu'il y en a, ils répondent très bien, et puis 1 an, 2 ans après, ils refont la même chose. On fait le TEP, il n'y a rien, on refait, et puis ils vont être comme ça, tous les 2 ans, ils auront un Ritux. Chez l'adulte, ça ne dérange pas, mais chez l'enfant, peut-être un petit peu plus. Et puis il y a ces cas bâtards, qui sont en effet, tu vois, en dessous de 10 000, mais c'est du 8 000, une fois 10 000, 20 000, et puis qui ne bougent pas. On a fait des TEP, ils ne répondent pas au rituximab, ou alors un peu plus, puis ils rechutent très vite, 2-3 mois après. Il y en a comme ça, on dit un peu marre des Ritux, on les surveille de près. Et si ça ne bouge pas, on ne fait rien, s'il n'y a pas de signe clinique, et si par contre on voit un déclic, mais c'est simplement, à chaque visite du transplanteur, faites une charge virale EBV, parce qu'à un moment, il pourra décoller. Merci beaucoup Sylvain d'abord pour ce super topo, c'est extrêmement clair et puis je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais pour la communauté, c'est vraiment très important. J'ai une question par rapport à ce qu'a demandé Maxime, c'est que nous on fait une différence quand même entre la primo-infection et puis la réactivation du R+, et donc autant sur la primo-infection, on a les idées assez claires et tes recos, on est content parce que de toute façon on suit ces recos-là. En revanche pour le R+, qui va se réactiver entre 50 000, 100 000, qui a des TEP négatifs, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, notamment qu'il y a des antécédents infectieux chez un patient immunodéprimé au long cours. Faut-il lui faire du Ritux? On a vraiment du mal à établir à prendre la bonne décision. Alors, on ne peut pas vous obliger à le faire. Nous, la grosse expérience qu'on a, on l'avait fait sur plus de 300 patients, c'est sur les greffés cardiaques, et on montrait de façon significative un avantage de cette attitude systématique. Le rein, il y a un risque qui est un petit peu inférieur, mais vous avez quand même des patients avec des charges virales qui sont élevées. Donc, faute de dire, j'ai une étude prospective sur 4000 patients, nous, on propose, quand vous avez des taux élevés, vous me disiez 20 000, 30 000, de quand même faire le TEP, le Ritux, et en surveille. Et le Ritux derrière, vous ne faites pas de Ritux, vous avez un peu peur? Ça dépend. Ça dépend sur le R+, qui réactive. Ça dépend du dossier du patient, quoi. On en a discuté un vendredi avec des antécédents infectieux. Ceux qui réactivent chez l'adulte, c'est quasiment 100% des R+. Hein. Les R-, ils sont assez rares quand même chez l'adulte. Donc c'est le cas le plus fréquent qu'on a. Après, quand on regarde les chiffres dans la littérature avant qu'il y ait le Ritux, donc le risque quand on avait une réactivation était aux alentours entre 10 et 20%. Donc là aussi, c'est de se dire, est-ce que c'est pas beaucoup et je surveille et je vois, ou est-ce que je dis, ça vaut le coup de faire quand même un Ritux, parce que moi, 10%, c'est beaucoup pour moi. Donc, en gros, ta recommandation, c'est de traiter. C'est moi, mais bon. Nous, c'est de traiter, ouais. Alors, au-dessus de 10 000, on aime bien quand même baisser l'immunosuppression, et s'ils ne veulent pas. 100 000, on est catégorique, même si je ne peux pas l'affirmer. Hein. Et entre 10 000 et 100 000, mon cœur balance. Mais moi, j'aime bien traiter, ouais. On est hématologue, le Ritux, nous, c'est du quotidien. Moi, j'ai une question pour les patients qui sont entre deux greffes. C'est-à-dire que ils ont été greffés, ils sont repartis en dialyse. Là, je parle côté rein. On leur laisse, nous, toujours un petit fifrelin d'immunosuppression pour éviter qu'ils développent des anticorps pour leur faciliter l'accès à la deuxième greffe. Et on fait une PCR-EBV, on va se retrouver avec des gens qui ont 5 logs. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Est-ce qu'on propose quand même des Ritux, même si en fait ils sont entre guillemets plus greffés? Même chose, vous savez, il y a des situations qui sont très étonnantes. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai eu 2-3 patients, soit des allogreffés qui n'ont plus d'immunosuppression et qui font une lymphoprolifération EBV+. Un patient greffé avec son frère jumeau identique sans immunosuppression, il fait un lymphome EBV+. Donc, je ne sais pas, la physiopathe, c'est quand même étrange, parce que sur le papier, il ne devrait pas. Donc, dans votre cas, alors qu'en plus un petit peu d'immunosuppression, je ferai la même attitude préemptive. Et l'autre question indirecte que vous ne m'avez pas posée, mais je vous réponds quand même, c'est quand est-ce que je peux refaire une deuxième greffe?
que ça arrive. Donc moi, je me base sur la publi, la seule qu'on ait actuellement des Britanniques, qui nous dit s'il y a eu 2 ans après le LPT, 0 problème, vous pouvez regreffer. Entre les deux, vous voyez. C'est une toute petite question. Les PCR EBV, juste, j'ai pas l'info, c'est faisable en ville remboursé pour le patient Non, ou pas? Pour moi, pas encore. Ouais. Mais après, l'administration est assez rapide, hein, parce qu'ils avaient fait un comité d'experts où ils m'avaient interrogé, ça devait être il y a 6-7 ans. Donc on m'avait dit, ouais, c'est vraiment important, il faut le faire. Voilà. Voilà. Non, mais c'est un vrai problème parce que du coup, le contrôle à une semaine, en fait, on ne peut pas faire revenir le patient au CHU tout le temps. Non, c'est très chiant, il faut le faire sur l'hôpital. Enfin, moi, j'ai pas d'autre option. Et en plus, ils ne payent pas. Tu vois, sur l'hôpital, ça va être... La problématique, Mais après, je ne sais même pas pourquoi Nouvelle-Aquitaine, c'est hyper grand. l'ARS nous fait venir pour qu'on réponde à leurs questions s'ils ne changent rien derrière. Non, mais on va pas faire. Bon, ils étaient sympas, mais il y a eu 300 un peu de café. km Mais aller bon. pour une PCR EBV. Enfin, il y a des trucs, c'est aberrant, quoi. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, ah oui, c'est ça, ou des hôpitaux où ils ne paieront pas. Mais... Ah. Et du coup, c'est payé et non remboursable. Non, c'est ça? Ah, donc c'est bon. Donc c'est CAG qui paye. D'accord. En tout cas, c'est bien de garder le même labo. Ça, par contre, c'est une info importante. Hein. On va avancer. On va parler des cancers pulmonaires. Alors, c'est toujours très difficile de passer derrière Sylvain, ça m'est arrivé plusieurs fois, de parler de cancer bronchique post-transplantation, sachant qu'il n'y a vraiment pas BZF et on commence à s'y intéresser. Et je vais vous montrer un peu l'état de l'art. Il n'y a pas grand-chose, mais je vais vous montrer beaucoup de motifs d'espoir en espérant que ça change dans les prochaines années. Alors ça, c'est le plan de ma présentation. Je me suis permis vraiment 2-3 slides en 2-3 minutes pour parler Alors, si je commence à parler en acronyme CBP, CBN, PC, vous me faites des signes, parce qu'après, on ne comprend rien de tout à l'heure. Vous avez parlé pendant 2 minutes en hématologue. Personne n'a compris, sauf vous. Donc, le CBP s'appelle le carcinome bronchopulmonaire, le cancer bronchique et du poumon, enfin ce que vous voulez, c'est un cancer qui vient des bronches. J'en parlais très rapidement en population générale pour vous montrer que c'est le cancer le plus important dans le monde et donc probablement le plus important à traiter en post-transplantation. Ensuite, je parlerai du cancer du poumon en post-transplantation, l'état de l'art, les perspectives et notamment pour vous montrer un peu ce qui a été fait dans le VIH et ce qui est un motif d'espoir parce qu'on l'a vraiment bien caractérisé et on est capable de très bien le traiter, ce qu'on n'est pas encore capable de le faire en post-transplantation. Et après, mon cœur a balancé pour vous parler de dépistage des cancers du poumon en pré ou en post-greffe. Et je me suis dit que sur un public de transplanteurs, en pré-greffe, ça vous intéresse plus. Donc voilà, donc en population générale, si on ne compte pas les cancers de la peau hors mélanome, c'est le cancer du poumon qui est le premier en termes d'incidence et de mortalité. C'est 2,5 millions de nouveaux cas par an pour 1,8 million de décès par an dans le monde. Et en France, c'est 50 000 nouveaux cas pour 37 000 décès. Donc c'est énormément de cancers. Il y a 2 grands types de cancers du poumon. Les carcinomes bronchiques non à petites cellules qui correspondent à 85% des cancers du poumon et les petites cellules qui sont 15% des cancers du poumon. Et quand on s'intéresse aux non à petites cellules, il y a l'adénocarcinome qui est 2/3 des cas, l'épidermoïde qui est 1/4 des cas et autres qui est environ 15% des cas. Autre notion extrêmement importante, 2/3 sont diagnostiqués à un stade métastatique. Ça veut dire qu'on normalement on ne peut pas guérir. Et vous savez pourquoi? Non? Parce qu'il n'y a pas de dépistage organisé en France, mais ça va changer. Et parce que c'est une boule qui pousse dans le poumon, ça fait pas mal, donc on ne consulte pas. Ça, c'est la prise en charge. Donc très rapidement, le CBPC, donc petite cellule, c'est chimio plus immunothérapie, anti-PD1, PDL1. Là, je parle en population générale. Le carcinome bronchique non à petites cellules épidermoïde, on regarde le biomarqueur de l'efficacité des immunothérapies, l'immunohistochimie PDL1. Si elle est basse, moins de 50% des cellules tumorales, c'est chimio plus immuno. Si elle est supérieure à 50%, c'est immuno plus ou moins chimio, comme on veut. Et dans les non-épidermoïdes, donc principalement les adénocarcinomes, il y a une étape supplémentaire. On cherche des addictions oncogéniques, des mutations qu'on peut cibler avec juste des comprimés. Là, c'est bingo, on donne juste des comprimés qui sont très efficaces, très bien tolérés. S'il y a ces mutations, on donne les cachetons. S'il n'y a pas ces mutations, on passe au statut PDL.
Juste pour vous montrer que la pierre angulaire de la quasi-totalité des cancers du poumon, c'est basé sur les anti-PD1, PDL1. Ce qui va poser problème pour la suite. Alors ça fait même la une du Monde. Ça a été publié l'année dernière. Il y a une cohorte prospective d'environ 10 000 malades qui est publiée tous les 10 ans en France, des cancers du poumon, hors CHU. Et vous voyez que dans leur publication en 2000, ils avaient 79% de mortalité à 2 ans. C'est pas fou. 2010, 10 ans plus tard, on a gagné 5%. Pas fou. 74% de mortalité à 2 ans. Mais entre 2010 et 2020, on a réduit de 22% de cette mortalité à 2 ans grâce à l'arrivée des thérapies ciblées et des ICI, des immune checkpoint inhibiteurs, des anticorps anti-PD1, PDL1. Donc le cancer du poumon, pour les anciennes générations, c'était catastrophique. Aujourd'hui, ça n'est plus catastrophique. Voilà, c'est une brève introduction en population générale. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait du cancer bronchopulmonaire en post-transplantation? Alors, même si le CIR n'est pas si élevé que ça, donc vous savez que les traitements anti-rejet, on ne va pas y revenir, augmentent le risque de cancer et souvent altèrent le pronostic. Et en fait, quand on regarde le cancer du poumon, alors il y a cette méta-analyse qui est en fait publiée par une équipe australienne qui prend en charge l'ensemble des registres nationaux des cancers où on a la donnée transplantation versus immunocompétent. Donc là, c'est une méta-analyse qui est basée sur un très très grand nombre d'études et sur c'est des millions et des millions et des millions de patients. Le seul hic de cette méta-analyse, c'est que dans la plupart de ces registres, on ne peut pas stratifier, ajuster sur le tabagisme. En tout cas, le CIR est autour de 2,3. Donc, il y a une augmentation du risque, mais qui n'est pas majeure. Et concernant le pronostic, alors on a assez peu de données. Il y a cette étude rétrospective sur environ une centaine de malades, un peu plus, où c'était à parier 1 pour 1 sur un score de propension avec des immunocompétents et qui montrait un hazard ratio à 2,40, donc un très mauvais pronostic des cancers du poumon chez les patients transplantés d'organes solides. Quand on regarde les causes de mortalité chez les patients transplantés d'organes solides, là je parle que d'organes solides. Alors il y a cette étude donc, de registre du Danemark, il y a une autre américaine, et il y a un article qui est soumis, qui est mené par l'équipe de Strasbourg de transplantation, qui est multicentrique avec beaucoup de centres en France de transplantation. Je ne sais pas si vous avez participé, mais qui montre globalement la même chose. On est autour de 20 à 25% des patients transplantés d'organes solides qui décèdent de cancer. Et après, quand on regarde quel cancer, première cause de décès par cancer, c'est le cancer du poumon. Et c'est 25%. Donc en gros, il y a un patient transplanté d'organes solides sur 10-20 qui décède de cancer bronchique. Donc c'est quand même assez impactant pour vos patients. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait des caractéristiques de ces cancers bronchiques post-transplantation? C'est pas grand-chose. On a pas mal de petites études rétrospectives, mais on n'a pas vraiment de grosses études prospectives fiables. Ce que ça montre, c'est qu'il y a probablement un peu plus de carcinomes épidermoïdes, qui sont environ 50% des cas, alors qu'on est plutôt à 20% des cas dans la population générale. On a plus de stades localisés, mais peut-être parce qu'ils ont des scanners pour dépister des cancers en post-transplantation et donc ont des diagnostics plus fréquemment, et c'est associé à un moins bon pronostic. Il y a une étude allemande qui montre que globalement, et également américaine, c'est plus jeune, c'est environ 5 à 10 ans plus tôt que dans la population générale, qui développe des cancers du poumon. Et il y a une étude française sur très peu de cas, 30 cancers du poumon post-transplantation rénale, qui ne montrait pas de différence en survie globale après appariement avec des immunocompétents, mais très faible effectif et très peu de critères d'appariement. Donc retenez plutôt, en gros, on ne sait pas grand-chose, mais il y a l'air d'avoir plus d'épidermoïdes et que c'est plutôt associé à un moins bon pronostic. Alors maintenant, comment on les prend en charge? Alors j'ai pris surtout des études un petit peu françaises, mais on a très très peu de choses. Premièrement, la chirurgie. Donc c'est la base du traitement des carcinomes bronchiques non à petites cellules localisées, la chirurgie thoracique. Il y a cette étude rétrospective qui a été actualisée en 2019. 61 patients transplantés opérés d'un cancer du poumon, 10% de mortalité post-opératoire. C'est énorme. Normalement, pour qu'un centre soit validé chirurgie carcinologique du poumon, il faut qu'ils aient moins de 5% de mortalité post-opératoire. 51% de pneumopathie post-opératoire qui est considérée comme sévère sur les critères d'antibiotiques ou autres. Donc, difficile à opérer, quand même beaucoup d'infections. Maintenant, quand on regarde la radiothérapie, alors là, je me suis concentré sur la radiothérapie sur le greffon pulmonaire, parce qu'on si on irradie le poumon dans un contexte d'os transplantation, normalement, ça devrait aller.
On a très très peu d'études, vous voyez les N, ils sont ridicules, sur de l'IMRT ou de la radiothérapie stéréotaxique. Ça a l'air de passer, mais on peut rien en dire. Ensuite, il y a les traitements systémiques. Donc, il y a la chimiothérapie qui a toujours une grosse place dans notre arsenal thérapeutique. Il y a cette étude française que j'ai pris la plus récente, là, de 2025, sur 53 patients atteints d'un cancer du poumon traités et transplantés de rein ou de foie. Ça me paraît énorme comme chiffre, mais c'est juste pour vous donner un message que c'est des patients qui sont comorbides et c'est très difficile pour nous de ne passer les traitements antitumoraux. 70% de toxicité grade 3-4 avec les chimios et quasiment la moitié de décès toxiques. Alors on est autour de 5 à 10% normalement de décès toxiques avec les chimiothérapies en population générale, ce qui est quand même pas mal. Mais là on monte à... Moi ça me paraît, de mon expérience personnelle, ça me paraît un poil beaucoup. En tout cas ça veut dire que c'est difficile à passer. Et l'autre traitement de référence le plus utilisé dans les cancers du poumon métastatiques et même localement avancés ou localisés, c'est les immunothérapies, les anticorps anti-PD1, PDL1. Et donc il y a cette méta-analyse que vous connaissez probablement sur les patients transplantés d'organes solides qui ont été traités par une checkpoint inhibiteur pour un cancer, avec 343 patients, 36% de risque de rejet, 18% de perte du greffon. Par contre, un taux de réponse objectif qui est pas mal, qui est de l'ordre de 32%, qui est un peu ce qu'on retrouve en population générale. Donc en gros, c'est dur de les opérer. Pour la radiothérapie, on ne sait pas trop quoi dire. La chimio, c'est dur, mais on s'y attendait. Et l'immuno, c'est compliqué. Vous voyez, je ne vous ai rien dit. Alors, maintenant qu'on sait ça, donc pas grand-chose, comment on pourrait faire pour améliorer les choses? Alors, il y a l'exemple de ce qui a été fait dans le VIH. Le VIH, c'est à peu près le même problème. On a un CIR qui est équivalent et un mauvais pronostic qui est équivalent, population générale versus vivant avec le VIH atteint de cancer du poumon. Alors, on s'est énormément intéressé à cette problématique en France et je pense qu'il faut être assez fier de ça. Ça a fait l'objet de ma thèse de science où en fait on a caractérisé au niveau moléculaire et immunologique ces cancers du poumon chez les patients immunodéprimés VIH versus immunocompétents et on a remarqué que c'était exactement le même profil moléculaire, c'est-à-dire que les mêmes mutations dans la tumeur, la même quantité de mutations dans la tumeur. Par contre, le profil immunologique était complètement différent. On avait une réponse TCD4 contre les antigènes de la tumeur, mais pas de réponse TCD8 contre les antigènes de la tumeur. Et notamment, ça a abouti à un essai académique qui est en train d'être mis en place sur l'utilisation de vaccins personnalisés avec les antigènes de la tumeur pour stimuler la réponse TCD8 chez les personnes vivant avec le VIH atteintes de cancer du poumon. Et on a fait des essais prospectifs, donc de phase 2 en première ligne avec de la chimio et en deuxième ligne avec de l'immunothérapie, pour montrer que chez ces patients, la chimio et l'immuno, ça marche, c'est safe et on peut l'utiliser. Mais c'est de l'évidence base, c'est des études prospectives académiques. Alors, comment changer ça pour le cancer du poumon post-transplantation et arriver à ce même niveau de preuves et de données que chez les personnes vivant avec le VIH? On a créé avec le professeur Jacques Cadranel de l'hôpital Tenon de Paris un groupe de travail au sein de la Société française de cancérologie thoracique, l'IFCT, l'intergroupe francophone de cancérologie thoracique, en association avec Cancer au Greffe. En fait, cette étude, donc, qui est en demande de financement en cours, qui est validé par le comité scientifique et qui va trouver preneur, je suis sûr, pour faire une étude prospective pour caractériser au niveau clinique, moléculaire et immunologique et virologique les cancers du poumon post-transplantation, parce qu'il y a quand même une surreprésentation de carcinome épidermoïde dans cette population immunodéprimée, et ça ne m'étonnerait pas en fait que l'HPV ait mis son nez là-dedans et que ce soit des cancers du poumon HPV induits. Ensuite, autre motif d'espoir, il y a le PHRCK transimmune, dont en fait on a déposé la lettre d'intention qui est acceptée. Le dossier en cours est en cours d'évaluation, on aura la réponse en juillet-août, qui en fait, un petit peu comme Philomena l'a fait, en fait, impose un protocole d'immunosuppression standardisé pour les patients transplantés d'organes solides pour tous les types de transplantation, donc cœur, foie, poumon, rein, pour 4 types de tumeurs: cancer du poumon dans la petite cellule, mélanome, carcinome urothélial et les cancers du rein à cellules claires, basé sur un petit peu comme l'étude qui vous a été montrée sur l'étude ANA avec les corticoïdes pulsés et les vérolimus, sauf qu'on ne peut pas faire que de l'évérolimus chez tout le monde, notamment chez les transplantés cardiaques ou pulmonaires. Et donc là, c'est basé sur des dosages spécifiques de tacro plus ou moins évéro et corticoïdes
pulsé et on espère qu'il sera financé. Alors moi j'ai sollicité tous les essais de phase 1 d'onco que je connaissais personne à Bordeaux, donc peut-être que si c'est accepté on ajoutera Bordeaux sur cette carte. Et enfin, donc, la RCP cancérogreffe pour que ces patients bénéficient d'une expertise comme ont bénéficié les personnes vivant avec le VIH atteintes de cancer du poumon à travers la RCP cancer vie pour VIH. Il faut savoir donc cette RCP cancérogreffe qui existe depuis le mois de décembre, c'est 115 dossiers en 10 RCP et 16 dossiers cancer du poumon, donc 14%. Donc en fait, c'est une vraie demande d'avoir une expertise pour ces cancers du poumon post-transplantation. Et enfin, je vais finir très rapidement sur les nodules pulmonaires en pré-greffe. Alors ça, c'était une demande des transplanteurs du groupe hospitalier Sorbonne Université à Paris qui nous ont dit mais qu'est-ce qu'on fait des nodules qu'on trouve sur nos scanners TAP ou thoraciques chez les patients en attente de greffe? À chaque fois, on les présente en RCP et moi, j'ai revu les dossiers de RCP. On dit tout et n'importe quoi en fonction de l'heure de la RCP. Soit on est hyper invasif, on va à la chirurgie diagnostique, nana, soit on va à la surveillance. Il y a une énorme variabilité, une hétérogénéité de décision qui est monstrueuse. Et il y a deux risques qui sont la suspension donc, temporaire de la liste d'attente de greffon, donc perte de chance pour le patient, ou alors de transplanter un patient avec une immunosuppression forte qui a un cancer du poumon actif chez lui. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces nodules pulmonaires en pré-greffe? On ne sait pas grand-chose. Alors, cette étude en pré-greffe hépatique qui montrait que chez 172 patients atteints d'un CHC en attente de transplantation, il y avait 3/4 qui avaient des nodules pulmonaires. Énorme. Et qu'au final, ces nodules, 8 étaient des métastases et 3 étaient des cancers du poumon. Et en gros, qu'il y a un impact significatif sur la survie, c'est plus de 1 cm, très faible effectif, on ne sait pas quoi en faire. Il y a eu à peu près la même chose pour les transplantations pulmonaires. Alors cette fois-ci, beaucoup moins de nodules, bizarrement. 1000 transplantations pulmonaires, que 7,4% avaient des nodules, mais cette fois-ci considérés comme suspects sur des caractéristiques qui sont quand même débattables, mais bon, considérés comme suspects. Et au final, 12 étaient des cancers du poumon sur le poumon explanté. Et il n'y avait pas d'impact en OS de ces 12 versus 1000, mais on ne sait pas quoi en dire non plus. Alors on se dit, bon, on va utiliser l'algorithme de prise en charge diagnostique de ces nodules qu'on utilise en population générale. Donc en fait, si vous avez un nodule solide, soit solide, soit subsolide en verre dépoli de 6 à 8 mm, et ben, patient à risque, vous lui faites un scanner à M3, M6, M12, puis M24. Donc vous le mettez en CIT pendant 2 ans. En verre dépoli, ça va même plus loin, tous les 2 ans pendant 5 ans. Donc vous le mettez en CIT pendant 5 ans. Ce n'est pas tellement applicable. Et donc, on a créé avec un groupe de travail qui est dirigé donc, par une radiologue, Samia Boussoir, à la Pitié-Salpêtrière, qui réunit donc les pneumos, les transplanteurs, l'oncologie médicale, pour essayer de designer un algorithme de prise en charge diagnostique de ces nodules. Donc, en fait, on a fait un algorithme solide et un algorithme subsolide, donc verre dépoli ou mixte, où vous voyez, il y a une case en plus. Alors ça, c'est décision néphrologique, mais ça peut être pour n'importe quelle transplantation qui n'est pas considérée comme urgente, c'est-à-dire dans les 3 à 6 mois. Et ben, il y a maintien sur la liste malgré qu'il y a un nodule. Donc, vous voyez, 6 à 8 mm nodule unique, on maintient sur la liste et on propose un rythme de surveillance. Et ensuite, si on fait le bilan, qu'est-ce qu'on fait exactement? Et il faut savoir que ces deux algorithmes, donc de subsolide et de solide, eh ben, ils vont être testés prospectivement, parce que pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'ils valent, dans plusieurs centres de transplantation. Donc, si vous voulez participer, le financement, pour l'instant, il n'est pas complètement obtenu et on ne sait pas exactement. En fait, je ne sais pas exactement combien ça va nous coûter. Mais en tout cas, on va lancer ça. Et c'est un algorithme qui a été également testé par d'autres équipes. En fait, on leur dit ce que ça vous paraît pertinent et les retours sont plutôt bons. Donc ça, c'est pour vous aider à, premièrement, avoir moins de dossiers en RCP oncologie thoracique. Et deuxièmement, pour que vous soyez moins dans l'attente d'un avis spécialisé quand vous avez un petit nodule de 6 mm et vous ne savez pas quoi faire. Donc, au final, le cancer bronchique et la transplantation, c'est un vrai problème. C'est la première cause de mortalité par cancer. On connaît très peu de choses sur les caractéristiques cliniques et biologiques, mais ça va changer. Il n'y a pas de recommandation de traitement, car très peu de données disponibles. Mais à travers l'étude translogomique, le PHRC, on croise les doigts, Transimmune et la RCP cancérogreffe, on va avoir des données et on saura mieux comment traiter ces malades. On est en train de tester un algorithme de prise en charge diagnostique des nodules pulmonaires en pré-greffe. Et pour tous vos dossiers, pensez à la RCP cancérogreffe qui a donc lieu à un mardi sur 2 à midi.
Et pour le dépistage des cancers du poumon en post-greffe, on travaille également avec l'IFCT pour inclure ces malades dans le programme national. Et je vous remercie pour votre attention. Qu'est-ce qui empêche qu'on biopsie plus précocement ces patients? Alors, parce que typiquement, un nodule en verre dépoli, on ne peut pas le biopsier. Et la plupart du temps, un nodule en verre dépoli, en fonction de ses caractéristiques, sa taille, son évolutivité, la plupart du temps, c'est des cancers du poumon. Alors, il y a des petits verres dépolis qui sont des cancers du poumon qui ne sont pas très méchants. Et je pense que moi, parfois, on met pas en CIT alors qu'on sait probablement que ça va être un cancer du poumon, mais dans 4-5 ans localisé. Il y a plein d'autres raisons. Ça peut être mal placé, ça peut être non accessible. Et aujourd'hui, même en population générale, il y a beaucoup de cancers du poumon qui sont diagnostiqués sur des prises en charge chirurgicales, avec des diagnostics et thérapeutiques. Donc on enlève un segment, on enlève un lobe à des gens sur des nodules qui nous paraissent agressifs. Mais je pensais avec les radiologues interventionnels. Oui, je te parle de ça. Oui, les nodules solides périphériques, il n'y a pas de problème pour les biopsies. Mais malheureusement, ils ne sont pas tous faciles. Ton algorithme, c'est aussi... C'est pas assez vite parce qu'il n'est pas validé. Donc Non, mais il est intéressant parce qu'au moins, il propose quelque chose. Ouais. Tu vois, donc c'est mieux que rien parce que sinon, on ne sait pas ce qu'on va faire. Mais est-ce que, par exemple, si la transplantation attendue, c'est un poumon, on s'en tape parce qu'on va virer le poumon ou il faut quand même avoir le diagnostic? C'est une vraie question. Là, pour l'instant, en fait, cet algorithme, on l'a surtout mis en place en attente de greffe du rein. Alors, il faut savoir que le cancer du poumon, certaines formes de cancer du poumon, les bronchioalvéolaires, sont une indication de transplantation pulmonaire. Donc, en fait, on peut transplanter un poumon chez un patient qui a un cancer du poumon, même si c'est très rare. Effectivement, si sur le poumon, ce qui a été montré, c'est que quand sur le poumon explanté, si on a un petit cancer du poumon, un stade 1, qui a été enlevé pour greffer le malade, eh ben, ils ont globalement la même survie que les transplantés sans tumeur retrouvée dans le poumon enlevé. D'autres questions? Merci beaucoup, Baptiste. C'était vraiment très intéressant cet overview. Excellente mise à jour parce qu'on en parle peu, donc merci de t'y intéresser. Ma question concerne effectivement ces nodules pré-greffe. Donc, les recos internationales, moins de 6 mm, non tabagiques. En fait, on est tranquille, on est bien d'accord. Voilà. Il n'y a pas de sujet là, on inscrit. Et, bon, c'est bien, c'est ce qu'on fait. Effectivement, les ennuis commencent après, quand ou bien il y a du tabac, ou bien il y a plus de 6 mm. Donc, on est bien d'accord. Est-ce que tu pourrais diffuser cet algorithme? Parce que moi, je rejoins Sylvain, on est très embêtés. Cette balance bénéfice-risque que tu as très bien évoquée fait que souvent, on ne peut pas suivre ces guidelines internationales qui sont des CIT de 2 ans, 5 ans, parce que ça condamne parfois les patients à la transplantation. Donc, s'ils n'avaient pas de cancer, c'est vraiment une vraie perte de chance. Donc, voilà. En tout cas, sinon, nous, on est très favorable à participer à ton étude, si c'est possible. Moi, j'ai aucun problème à diffuser tout ça. Faut que je demande à Samia, mais je pense qu'elle n'a aucun problème. D'ailleurs, je vous les montre, alors que, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que j'aimerais vraiment beaucoup qu'elle soit validée prospectivement et qu'on ait un taux vraiment d'efficacité diagnostique de faux et de vrai et positif, etc. Sur ça, mais donc avec plaisir pour inclure tous les centres qui sont intéressés. Et après, moi, j'ai pas de problème non plus pour le diffuser. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis pas pneumologue de formation, je suis oncologue médical, personne n'est parfait, mais je me rendais pas compte de la problématique avant vraiment de reprendre les dossiers, et je me suis vraiment rendu compte qu'en fonction de qui présente, comment vous présentez, si le transplanteur est là, s'il n'est pas là en RCP, nos décisions elles sont ultra différentes, et vous, ça vous met vraiment en difficulté. Ouais, en fait, on s'est détendu quand même. Ouais, donc on inscrit, ouais. C'est ça. Mais oui, la question, c'est est-ce qu'on est, en tout cas chez nous, on s'est pas mal détendu. Mais donc la question, c'est est-ce qu'on s'est trop détendu, et c'est une vraie question. Oui, je suis d'accord. On va passer à la suite, parce qu'on a déjà un petit peu de retard, et c'est Lise Bondet qui va nous parler d'utilisation des bispécifiques dans les lymphomes post-transplantation. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter ce topo que j'ai donc réalisé avec le docteur Marine Baron et l'équipe de la Pitié-Salpêtrière à partir des données du registre Cavirogreffe, maintenant cancérogreffe, sur les anticorps bispécifiques pour les lymphomes post-transplantation CD20+.
Donc très rapidement, les lymphomes post-transplantation, c'est des maladies qu'on peut prendre en charge avec des bons résultats en première ligne. Avec le schéma réduction de l'immunosuppression, rituximab suivi ou non d'une chimiothérapie par CHOP, on a des réponses globales à presque 90%, réponses complètes à 70%, des survies sans progression à 3 ans de 75% et une survie médiane globale de plus de 6 ans. Par contre, quand même, une toxicité infectieuse importante avec un tiers d'infection de grade 3 et plus, et quand même 8% de mortalité liée au traitement, ce qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on observe chez l'immunocompétent, qu'une population qui est très fragile, y compris en première ligne. Dans les cas en rechuté réfractaire, on est beaucoup moins bien, comme on l'a montré dans les précédents topos, avec des études rétrospectives qui montrent des survies globales médianes de quelques mois, donc 4 mois dans cette étude, une population entre 2000 et 2018. On a donc il n'y a pas de traitement standard en deuxième ligne. Chaque ligne de traitement rajoute une morbimortalité qui est très importante. Il y a donc l'efficacité des CTL anti-EBV, mais c'est accessible que pour les patients qui ont une maladie liée à l'EBV et il faut avoir un donneur compatible. On a des signaux d'efficacité sur les toutes petites séries pour les CAR-T-cells, mais aussi avec des grosses toxicités. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé la question des anticorps bispécifiques. Donc les bispé, on les utilise dans les lymphomes de l'immunocompétence. C'est quelque chose qui est utilisé de plus en plus. Là, j'ai repris les données des phases 2 et données de vie réelle, donc en monothérapie. On a des taux de réponse globale de l'ordre de 50%, 40% de réponse complète dans les phases 2, un peu moins en vie réelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que les patients qui atteignent une réponse complète, et ben, en général, ces réponses complètes, elles sont durables. Et le traitement est assez peu toxique, avec des syndromes de largage cytokinique et de la neurotoxicité qui sont très inférieurs à ce qui est observé pour les CAR-T-cells. Beaucoup moins de toxicité infectieuse également avec ces traitements-là. Donc le rationnel de notre étude, c'est qu'on a des patients qui sont très comorbides, hein, comme on l'a dit dans les précédents topos, avec un risque de complications importantes, notamment infectieuses, dès qu'on fait des traitements. On sait que les anticorps bispécifiques, ils ont un taux de réponse élevé dans des patients en rechute et réfractaires chez l'immunocompétent, que les réponses, elles sont en général durables et surtout qu'on a un profil de toxicité très favorable. Mais ce qu'on sait aussi de ces traitements, c'est qu'ils dépendent, comme l'idée c'est de rediriger le système immunitaire vers la tumeur, le lymphome. On sait que ça dépend des capacités immunitaires de l'hôte. Et donc, on n'est pas du tout sûr de l'efficacité de ces traitements chez les patients immunodéprimés. On a monté une cohorte pour déterminer l'efficacité et la tolérance des anticorps bispécifiques dans les lymphomes post-transplantation. Donc évidemment, on ne prend que les patients CD20+, puisque les anticorps bispécifiques qui sont utilisés en pratique courante sont des anticorps anti-CD20. On a construit cette cohorte qui est rétrospective et multicentrique, incluant les patients qui sont inclus dans le registre anciennement caviérogreffe, maintenant cancérogreffe. Et comme les bispécifiques, il y a une escalade de doses. On a pris les patients qui avaient reçu au moins une dose complète d'anticorps bispécifiques. Donc si on regarde la cohorte, on a identifié que 10 patients, donc c'est vraiment pas beaucoup. Au moment du diagnostic, donc les caractéristiques de la cohorte, il y avait 50% d'hommes. C'était principalement des patients transplantés rénaux avec une transplantation hépatique, une transplantation pulmonaire. La majorité des patients avaient une histologie monomorphe et il n'y avait aucun patient qui était EBV+. Les patients étaient assez lourdement prétraités avec une médiane de 3 lignes antérieures. Tous avaient reçu du rituximab avec une chimiothérapie avec des anthracyclines en première ligne, donc soit R-CHOP, soit RACVBP. Il y avait quand même la moitié qui avait été exposée au CAR-T-cell. Il n'y avait aucun qui avait eu des anti-CD30, ni l'autogreffe, ni des CTL anti-EBV, puisqu'ils étaient tous EBV-neg. Et donc c'est des patients qui étaient assez graves parce qu'il y avait 70% qui étaient réfractaires à la ligne de traitement antérieure. Donc au moment d'initiation du bispécifique, la médiane d'âge était de 52 ans. C'est des patients qui avaient qui étaient en médiane à 11 mois de leur diagnostic
de lymphome post-transplantation. Ils étaient tous stade 4. On n'avait aucune documentation de stade méningé ou cérébral. Tous les patients qui avaient été rebiopsiés avant le début du bispécifique étaient bien CD20+. Ces patients avaient quasi tous des LDH augmentés. Et quand on regarde les anti-rejets qu'ils prenaient au moment du début du bispécifique, il y en avait 90% qui avaient des corticoïdes, 40% des inhibiteurs de calcineurin. Tous les patients avaient arrêté leur antimétabolite. Ils étaient assez lymphopéniques, ce qui est assez logique au vu de la population, avec une médiane de 500 lymphocytes par microlitre. Et chez les patients pour qui on avait des détails de la formule lymphocytaire, 150 CD4 en médiane et 130 CD8. Donc les traitements qui ont été reçus par ces patients, il y a 6 patients qui ont reçu du glofitamab et il y en a 4 qui ont reçu de l'epcoritamab. En médiane, les patients ont eu 3 cycles de traitement. Donc la plupart des patients n'ont pas terminé le traitement qui, pour rappel, est de 11 à 12 cycles selon le schéma qu'on utilise pour le glofitamab et jusqu'à progression pour l'epcoritamab. Il y a eu certains centres ont ajouté des traitements pour avoir un effet synergique avec les bispécifiques. Donc il y a 3 patients qui ont été traités par l'énalidomide, dont 2 dès le début et 1 ça a été rajouté secondairement. Et il y a un patient qui a eu en plus de son bispécifique l'énalidomide et ibrutinib. Pour l'efficacité, on avait 30% de réponse globale avec 2 patients qui ont obtenu une réponse complète, un patient qui a obtenu une réponse partielle, un patient qui était en maladie stable et 6 patients qui ont progressé d'emblée. Si on regarde les détails, donc les 2 patients qui ont eu des réponses complètes les ont obtenues en 3 et 4 mois. Une patiente qui a vu sa réponse complète avec juste le glofitamab en monothérapie et l'autre patient qui a obtenu une réponse, une maladie stable avec le glofitamab en monothérapie. Donc il y a eu un ajout de l'énalidomide au bout du 4e mois de traitement qui a permis de convertir en réponse complète. Et ces 2 patients étaient toujours en RC à la fin du suivi à 21 et 17 mois. Le patient qui était en réponse partielle au bout d'1 mois de traitement a malheureusement reprogressé 3 mois après. Le patient en maladie stable est décédé d'une pneumopathie non documentée après son premier cycle de traitement. Et tous les autres patients ont progressé d'emblée. Si on regarde l'ensemble de la cohorte, on a une survie sans progression médiane qui est de 1,6 mois, mais par contre qui n'est pas atteinte chez les patients qui sont en réponse complète. La survie globale médiane de 5,8 mois, encore une fois, non atteinte chez les patients en réponse complète. Donc, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir un peu une idée de facteurs pronostiques. Qu'est-ce qui fait que ces 2 patients-là ont eu une réponse complète et sont toujours en vie et en réponse à plus d'1 an plus d'1 an du début du traitement, et pourquoi est-ce que tous les autres ont progressé et sont décédés? On a 10 patients, donc c'est impossible de faire ce genre d'analyse. On ne peut pas du tout faire de stats sur cette cohorte. Après, voilà, à titre d'information, les caractéristiques des 2 patients qui se sont mis en réponse complète. Donc le patient 6, qui était un homme de 50 ans, transplanté rénal sur une néphropathie indéterminée, un lymphome post-transplantation tardif, réfractaire au R-CHOP, qui avait répondu au carticelle, qui a rechuté à 2 mois des carticelles, avec des LDH augmentés, un PS à 2 un petit peu altéré. Il n'avait aucun traitement anti-rejet au moment de l'initiation des bispécifiques et des lymphocytes à 1,6 giga par litre. Donc le glofitamab avait été débuté à 8 mois de son diagnostic de lymphome. C'était une 3e ligne. Il a eu du lénaïdomide pendant 5 cycles et il était toujours en RC à 18 mois. L'autre patiente qui a eu sa réponse complète, donc 64 ans, transplantée hépatique sur une hépatite auto-immune, une histoire de lymphome qui avait duré, une première ligne par RCVVP, puis beaucoup de rituximab, reprise de chimio, carticelle, radiothérapie. Elle avait répondu à la radiothérapie et elle a rechuté à 3 mois. LDH augmenté, elle était sous Soluprette 15 mg par jour, des lymphocytes relativement bas, même si elle était un peu plus haute que le reste de la cohorte. Donc glofitamab en 9e ligne, monothérapie et réponse complète persistante à 21 mois de traitement après 10 cycles de traitement.
Si on s'intéresse à la tolérance de ces traitements, on a 6 patients qui ont présenté un syndrome de relargage cytokinique, dont 3 qui ont eu un traitement par tocilizumab et aucun syndrome de grade 3 ou plus. Pas de signal de neurotoxicité, pas de signal de rejet des organes transplantés. Par contre, si on regarde les infections, là, il y en a. Donc, il y a un patient qui est décédé d'une pneumopathie non documentée juste après son premier cycle. Il y a eu 2 bactériémies et une fongémie pendant le premier cycle. Donc, on peut dire qu'elles étaient antérieures au traitement par bispécifique. Il y a un patient qui a développé une thromboseptique à SARM en cours de traitement. 2 patients qui ont fait des infections Covid, dont un qui a nécessité du plasma de convalescent. Infection ORL non documentée, candidose œsophagienne. Donc, en conclusion, sur cette cohorte de faible effectif, on a quand même mis en évidence 20% de réponses complètes, durables, chez des patients qui sont immunodéprimés et qui sont très fragiles. La survie globale médiane de 5,8 mois, c'est pas très encourageant sur cette cohorte, surtout quand on regarde par rapport aux phases 2, mais les données de vie réelle sur le glofitamab en monothérapie qui sont publiés par Shumilov et Hall, ça ressemble un peu à ça. On n'a pas de nouveau signal de tolérance. Donc, en conclusion, même s'il faut rester très prudent du fait des chiffres de l'étude, ça paraît une alternative pour ces patients en rechute et réfractaires qui peut avoir une efficacité. La question reste ouverte par rapport aux traitements associés, notamment les inhibs ou l'association avec la chimiothérapie avec des schémas type Starglow, comme on voit se développer dans l'immunocompétent. Mais pour ça, il faudra plus de données. Merci. Alors, juste pour resituer un peu le contexte, c'est une nouvelle thérapie. On a toujours besoin de nouvelles thérapies dans ces maladies qui sont rares. C'est dur de faire du prospectif. Et on avait besoin d'avoir 2 infos parce qu'en RCP, on avait dit bah oui, tente et tu nous dis. 1, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est toxique ou pas? Maladie super grave. Vous avez 50% eu des carticelles alors que des gens n'en fait pas beaucoup chez les transplantés. Donc ces malades, ils meurent tous. Donc on a un schéma. Oui, en effet, il y en a 2 sur 10, à peu près 20%, il faudra faire sur plus. Mais il y a des patients qui répondent. Donc moi, l'info de mon côté, avec une toxicité qui est tout à fait acceptable, parce qu'il y a l'infection chez les transplantés, si vraiment on a tout fait avant, c'est une solution qui se rajoute à notre arsenal et on va pouvoir récupérer 20%. Donc c'est un message qui est quand même important, même si ce sont des séries relativement petites. Je ne sais pas si tu avais vu, si vous aviez vu à la SH en décembre, là, ils avaient présenté... Il y avait à peu près la même chose. Tout à fait. Après, ce qui est... Par contre, je me dis que CD3, CD20, dans ce contexte, on a vu, bon, c'est compliqué chez cette population de patients. Donc, ce qui avait été présenté à l'ASH, c'était plutôt le récepteur de BAF qui ciblait. Or, BAF, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les greffeurs, les transplanteurs. Donc, c'est un anticorps bispécifique, anti-BAF plus CD3. On n'a pas de résultat encore, hein, mais probablement que dans la population de patients transplantés, ça peut laisser quelque chose d'intéressant chez ceux qui sont CD20 négatifs, d'emblée ou ceux qui deviennent CD20 négatifs secondairement. Et voilà. Juste un point. Les 2 patients qui ont répondu, enfin chez lesquels il y a une réponse, ne recevaient pas d'immunosuppression au moment où on leur a fait ce traitement, si j'ai bien lu les 2 plaques que vous avez montrées. Celui qui était le patient transplanté rénal recevait aucune immunosuppression parce qu'il sortait des carticelles. Et qu'il avait eu, qui sortait de beaucoup de chimiothérapie. L'autre patiente, c'est une transplantée hépatique. Donc, elle était à plus d'une dizaine d'années, cette transplantation hépatique, elle avait des corticoïdes uniquement. Mais il y avait quand même une immunosuppression très faible, en fait. Oui, c'est ça. Les 2 avaient une immunosuppression très faible. Et parmi les autres patients qui n'ont pas répondu, d'autres... Ils avaient aussi une immunosuppression très faible. C'était le patient qui a répondu, c'était le seul de la cohorte qui avait aucun corticoïde. Ils avaient tous des corticoïdes, les autres entre 5 et 30 mg kg d'équivalent de prednisone. Avec les patients transplantés rénales, c'est souvent eux qui avaient que 5 mg de corticoïdes. Et il y avait 4 patients qui avaient du tacrolimus. Merci, on va passer à la suite avec les carcinomes rénaux sur le greffon. Bonjour à tous, merci au docteur Bijoux-Fontanet pour l'invitation. Je vais vous parler d'un sujet beaucoup plus sympathique puisqu'on a des meilleurs pronostics et des meilleures survies que les précédentes présentations. Donc, la prise en charge du cancer du rein sur greffon rénal.
Donc le cancer du rein, c'est le troisième cancer urologique le plus fréquent, après le cancer de la prostate et le cancer de la vessie. C'est environ 15 000 cas par an, donc ça c'est sur la population générale. Et on a 70% de carcinome à cellules claires. Le principal facteur de risque, c'est le tabac, mais on a aussi l'obésité, les maladies rénales chroniques et l'insuffisance rénale chronique terminale, et la dialyse, et des maladies génétiques et certaines expositions professionnelles. Dans la population générale, on retrouve surtout du carcinome à cellules claires et en deuxième position du carcinome papillaire. On verra que chez la population des insuffisants rénaux chroniques et des greffés, c'est un petit peu différent. Donc, le sujet, je suis d'accord, c'est le cancer sur le greffon, mais ça reste assez rare. Par contre, les cancers du rein sur rein natif, c'est très fréquent chez les patients transplantés rénaux. Et c'est aussi un sujet comme les nodules pulmonaires, parfois avant l'inscription sur liste de transplantation. Donc, on a 3 à 5 fois plus de cancer du rein chez les patients en insuffisance rénale chronique terminale et en dialyse que dans la population générale. Et on a plus de carcinome papillaire que dans la population générale. On a aussi beaucoup de carcinomes kystiques qui sont moins agressifs également. Et du coup, on a plutôt rarement des situations dramatiques avec des cancers agressifs, mais on a parfois certaines maladies qui sont diagnostiquées à un stade agressif au moment du bilan pré-greffe. Le standard quand même sur ces patients-là, ça reste la néphrectomie élargie. On ne fait pas de chirurgie partielle sur ces patients, puisque dans la majorité des cas, ils sont soit presque dialysés, soit déjà dialysés, parfois greffés également, alors que la néphrectomie partielle est devenue le standard chez les patients avec une fonction rénale conservée. Donc on a 2 types de patients en pré-greffe. On a les patients qui sont déjà dialysés et en hémodialyse. Et là, il y a assez peu de questions sur la prise en charge. On leur propose en premier lieu une néphrectomie élargie, parfois une surveillance si la tumeur est petite et qu'on a une imagerie avec un faible rehaussement et qu'on évoque plutôt un carcinome papillaire. Quand les patients sont en situation préemptive, ce qui représente quand même 60 à 70% des patients qu'on voit pour inscription, on est plus embêté et on va plus souvent proposer des surveillances, parfois des ablathermies, si on est obligé de traiter le patient avant de le transplanter. La surveillance, elle s'entend uniquement jusqu'à la transplantation. Une fois qu'ils sont transplantés, on leur propose une néphrectomie élargie. La dialyse péritonéale, c'est un peu particulier aussi, puisque c'est des patients qui doivent conserver une diurèse et qui doivent conserver un péritoine intact. Et du coup, on essaye aussi d'éviter de les opérer au maximum, sauf quand on n'a pas le choix. Du coup, les conditions d'accès à la liste, ça dépend du grade et du stade. Il y a pas mal de patients qu'on ne contre-indique pas après chirurgie, notamment quand c'est des bas grades et des stades inférieurs au stade T3. La classification UISS, c'est une classification pronostique du cancer du rein qui stratifie les cancers en fonction du risque de récidive à 2 et 5 ans. Et donc on s'appuie aussi sur cette classification. On a émis des recommandations avec le comité de transplantation de l'AFU, mais il y a aussi des recommandations européennes qui aident les néphrologues pour décider de l'inscription des patients. Donc les tumeurs qui sont inférieures au stade PT3 et qui sont de bas grade, pas de contre-indication si les patients sont opérés. Au-delà de T3 et au-delà du score ISUP2, donc 3 ou 4, il y a une erreur sur la diapo, on passe à 2 ans. Et quand on a des critères péjoratifs, donc des carcinomes sarcomatoïdes, des tumeurs T4, c'est 5 ans. Et quand on a des patients métastatiques, c'est au cas par cas. On ne les contre-indique pas systématiquement, surtout si on a des survies longues après le traitement des métastases. Donc le cancer, j'ai fait 2-3 diapos sur la découverte d'un cancer sur un greffon. C'est des situations qui nous arrivent quand même pas si rarement que ça, vu qu'on prélève des patients de plus en plus âgés. Et qu'on a des bilans d'imagerie de plus en plus précis avant les prélèvements d'organes. Et du coup, c'est pareil, c'est le grade et la taille qui vont compter le plus. Et la possibilité de réséquer le nodule rénal et d'avoir au minimum un examen extemporané. Pareil, si on a une tumeur, si on a une tumeur de petite taille, une tumeur kystique ou une tumeur évidemment bénigne, il est préférable quand même de l'enlever sur Bactable, mais on peut utiliser le rein prélevé et le rein à Delphes. Si on a une tumeur solide qui fait moins de 4 cm, on essaye d'avoir au maximum une extemporanée. On sait que le grade ISUP est difficile à évaluer sur une extemporanée, mais on est objectifié puisqu'on n'a pas non plus le temps d'avoir une analyse définitive. Et donc si on obtient un grade bas et qu'on a une tumeur qui est réséquée en totalité,
Bien sûr, on fait une anapathe définitive pour le suivi du greffé ensuite, mais on autorise la greffe du rein avec la tumeur et du rein à Delphes. On informe le patient, bien entendu, qu'on va lui greffer un rein avec une tumeur initialement, et c'est rare qu'il refuse. Et on contre-indique si on a une tumeur de plus de 4 cm ou une tumeur multifocale, et on discute de l'utilisation du rein à Delphes, mais souvent le dossier est bloqué par l'agence de biomédecine à ce moment-là. Donc ça, je vous le passe, c'est les recommandations qu'on a émises, donc je vous les ai détaillées juste avant. Bon, sur le donneur vivant, c'est très théorique. On peut parfois, dans certains cas, autoriser un prélèvement de donneur vivant en cas de découverte d'une tumeur, surtout si c'est une tumeur kystique. On sait que les carcinomes kystiques sont quand même de très faible agressivité, à très faible risque métastatique, et le risque de tumeur bilatérale dans ces cas-là est quand même très rare. C'est vraiment au cas par cas. On proposerait quand même une biopsie systématique pour évaluer un grade tumoral, et je pense qu'on l'a jamais fait ici, mais en tout cas, il y a des équipes qui ont déjà prélevé des reins avec une tumeur, réalisé une néphrectomie partielle et transplanté le rein au receveur. Idéalement, on essaie d'éviter au maximum, surtout à cause du risque de tumeur contralatérale chez un donneur vivant, mais ce n'est pas formellement contre-indiqué. Il n'y a pas de publication là-dessus, bien entendu, parce que c'est des situations assez rares. Donc, on va passer au vif du sujet. Donc, les cancers sur greffons rénaux après transplantation. Donc, c'est quand même très, très rare, hein. Nous, dans notre cohorte, on en a, je dirais, 1 à 3 par an. Donc, c'est 0,2 à 1% des patients transplantés à 10 ans post-transplantation. Le délai médian de découverte, c'est de 4 à 5 ans. On considère que si ça apparaît plus de 3 ans après la transplantation, on va considérer que c'est un cancer de novo. Avant, on va supposer que c'est un cancer hérité du donneur. Le risque relatif, il est identique à celui de la population des insuffisants rénaux chroniques et des dialysés. Il n'y a pas de surrisque important après greffe. Et dans quasiment la totalité des cas, comme pour le cancer du rein en général, c'est un diagnostic fortuit, surtout chez ces patients qui sont très suivis avec des échographies du greffon annuel. Et du coup, c'est quasiment toujours un diagnostic fortuit. Les seuls qu'on va diagnostiquer sur des symptômes, c'est plutôt les carcinomes urothéliaux qui sont beaucoup plus agressifs et qui n'ont pas du tout le même profil. Donc, les facteurs de risque, c'est la durée et l'intensité de l'immunosuppression, les inhibiteurs de calcineurin, le sexe masculin, le tabac et les antécédents personnels de cancer avant la transplantation. Donc là, les types histologiques, on voit quand même que les carcinomes papillaires représentent 42%, alors que c'était 15% dans la population générale. Et c'est plutôt des cancers moins agressifs que les carcinomes à cellules claires. On a un petit peu de chromophobes et puis des tumeurs bénignes parfois comme les oncocytomes. On a une très bonne survie à 5 ans. Alors les données, elles sont issues d'une des plus grosses cohortes de cancer sur greffon qui est menée par Xavier Thioux, qui est à Rouen. Et du coup, on a des survies qui sont similaires au cancer du rein opéré en population générale. Donc le diagnostic qui se fait souvent sur une échographie avec un diagnostic fortuit. On peut compléter l'échographie avec une injection de Sonoview pour voir s'il y a un rehaussement. C'est utile surtout sur les tumeurs kystiques. On le fait beaucoup, nous, au CHU. Le TDM injecté, si possible, avec un temps sans injection, une acquisition artérielle et veineuse. On calcule le rehaussement. Les tumeurs papillaires se rehaussent peu. Les carcinomes à cellules claires ont un rehaussement franc et parfois de la nécrose. Ça permet de faire le bilan d'extension locorégionale et le bilan d'extension à distance par un scanner thoracique. L'IRM rénale, elle nous aide également, surtout si l'injection de diode est contre-indiquée. Et donc, on va chercher un hyposignal en T2 et un rehaussement après injection. Si c'est des kystes rénaux suspects, on utilise la classification de Bosniak, comme pour les cancers du rein général, avec le 2F qui est douteux et le 3L4 qui sont suspects de carcinome kystique, avec recommandation d'une mise en traitement. La biopsie percutanée, elle est quasi systématique si c'est un nodule solide. Si c'est un nodule kystique, elle a de fortes chances d'être non contributive et elle a un risque théorique d'essaimage tumoral, même si ce n'est pas complètement prouvé.
Donc on va la faire sur quasiment tous les nodules solides, sauf si on est sûr de l'histologie et qu'on va opérer le patient. Si on part sur un traitement ablatif, on a forcément besoin d'une biopsie pour avoir une anapathe et ensuite coordonner le suivi du patient en fonction du grade et du type histologique. Pour la prise en charge thérapeutique, alors pour les cancers du rein en population générale, beaucoup plus contraignant qu'après chirurgie avec des IRM très régulières, ce qui peut parfois faire pencher vers un traitement chirurgical. La chirurgie partielle, ça peut être fait par voie ouverte ou par chirurgie robot assistée. La difficulté, elle est liée au fait que le greffon est adhérent et qu'il n'y a pas de plan de dissection comme sur un rein natif. Et donc, on essaye d'éviter la chirurgie quand c'est possible. La surveillance active, elle peut s'envisager sur les masses kystiques, puisqu'on sait qu'elles ont un risque métastatique vraiment quasiment à zéro. On a une étude en cours avec le réseau EuroCCR, où bien sûr les greffés sont exclus, mais où on exclut tous les KISS Bosniaque 3 et 4 et on les compare entre surveillance et chirurgie. La surveillance, elle peut s'entendre si la fonction rénale est vraiment médiocre et qu'on n'a pas envie de prendre de risque de remise en dialyse avec un traitement. Pour les tumeurs de plus de 4 à 7 cm, l'ablathermie n'est pas faisable et donc on fait des chirurgies partielles si possible. Et quand on a des grosses tumeurs avec une suspicion d'envahissement sinusal, des tumeurs T3 ou T2, on va plutôt proposer une ablation totale du greffon, mais c'est des situations très rares quand même, puisque c'est des diagnostics souvent précoces. L'ablathermie, je vais passer rapidement. Donc la radiofréquence, c'est par la chaleur. On est limité en taille. Donc 3 cm, c'est plutôt la limite que se donnent les radiologues, d'autant plus s'ils ont la possibilité de faire des cryothérapies. Plus c'est profond, plus c'est dangereux, puisque ça chauffe beaucoup et qu'on a des risques de lésions des voies excrétrices avec des fistules urinaires. Donc on va privilégier l'ablathermie quand c'est plus gros et quand c'est plus profond. La cryothérapie quand c'est plus gros et quand c'est plus profond. L'inconvénient de la cryothérapie, c'est que c'est beaucoup plus cher et que c'est plus technique. Par contre, en termes de morbidité, c'est mieux. La chirurgie partielle sur le greffon, on en a parlé déjà. Donc, on développe quand même de plus en plus la chirurgie mini-invasive. Bon, c'est devenu le standard complètement sur les cancers du rein en population générale. Sur les greffons, c'est un petit peu plus compliqué en raison du contexte post-opératoire, du fait que le greffon est adhérent et qu'on ne peut pas le libérer facilement sans risquer de le léser. Mais ça se fait, il y a des case reports, il y a quelques publications, et ça fonctionne bien quand c'est des cas bien sélectionnés. Donc l'idée, c'était aussi de faire un cas clinique. Donc j'ai pris 3 patients, ça va être rapide, je vais essayer de ne pas déborder. Donc le premier patient, c'est un patient de 50 ans, donc découverte fortuite d'une lésion sur son greffon. Il a été greffé 2 fois sur une uropathie malformative, une première transplantation qui a duré 8 ans et une deuxième transplantation avec le rein de son frère en 2008. Il a déjà été réopéré une fois pour une sténose urétérale. Il a une très bonne fonction rénale avec une créatinine à 96 et un DFG à 72 et il a une immunosuppression par advagraphe et mifortique avec des assez faibles doses parce que je crois qu'il était très compatible avec son frère. Découverte donc du coup comme souvent sur une échographie annuelle. Il a eu un neuroscanner qui retrouve un fin rehaussement, une IRM qui retrouve une lésion de 2 cm en hyposignal T2 avec un fin rehaussement et au Sonoview, alors on n'était pas obligé de le faire mais il a été fait avec un rehaussement significatif. Un bilan d'extension négatif. Donc là on voit les images de l'uroscan avec une tumeur qui est, alors je suis désolé on ne voit pas bien, mais qui prend à peu près 15 unités Hounsfield après injection. Et là, l'IRM, hypo T2 et rehaussement avec quand même peut-être une composante nécrotique après injection. Donc cette tumeur, elle est localisée sur la convexité du rein.
pas complètement postérieur, mais plutôt vraiment sur la convexité. C'est un patient qui a déjà été réopéré une fois de son greffon. Donc on n'est plutôt pas très partant pour l'opérer, bien qu'il soit jeune et qu'il ait une très bonne fonction rénale. Et donc on propose une biopsie. La biopsie, elle retrouve un carcinome papillaire ISUP1. L'intérêt de la biopsie, ça oriente le choix thérapeutique. Si on a un haut grade ou un type histologique un peu plus agressif, on va peut-être plutôt orienter le patient vers une chirurgie. C'est indispensable si on veut faire une ablathermie avant. Et c'est intéressant aussi si on veut mettre en place une surveillance, puisqu'on va plutôt pas surveiller un carcinome acéluclaire, mais un carcinome papillaire chez un patient un peu âgé, on n'hésitera pas à le surveiller. L'inconvénient, c'est le risque de saignement, c'est le risque sur une masse kystique d'essaimage tumoral. Il y a des équipes qui font la biopsie dans le même temps que l'ablathermie, surtout si c'est une tumeur kystique. Sur les nodules solides, on a plutôt tendance à faire la biopsie, puis ensuite l'ablathermie, ce qui permet entre-temps de réorienter le choix du traitement si la biopsie oriente plutôt vers une chirurgie. Donc, lui, il a eu sa biopsie. Les arguments pour la surveillance, ça aurait été un score ISUP1, une tumeur de petite taille exophytique. Le fait qu'elle soit exophytique, ça fait qu'on n'a pas trop peur qu'elle rentre beaucoup dans le rein et qu'elle soit difficile à opérer en cas de progression. Les arguments contre, c'est qu'il a quand même 50 ans et qu'il a un très bon greffon qui va durer longtemps. Donc le surveiller combien de temps, jusqu'à quand, c'est pas forcément très logique de le surveiller. La néphrectomie standard, le patient il est jeune, il a une bonne fonction rénale, mais c'est une petite lésion. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ablathermie est faisable, donc c'est peut-être pas la peine d'aller l'opérer si on peut faire une ablathermie, et que la tumeur elle est mal localisée. Il faudrait libérer le greffon, risquer de le léser pour pouvoir accéder à la tumeur et ensuite l'enlever. Donc on a choisi de faire une ablathermie et ça s'est très bien passé. Et il n'y a pas de trace de maladie sur les suivis à 1 an. Fonction rénale parfaitement stable au dernier suivi avec une créatine à 107 micromol par litre et un patient en rémission. La deuxième patiente, c'est une patiente plus âgée. Et elle, on lui a découvert une lésion kystique du greffon. Elle est greffée depuis 2010 et greffée hors centre, donc dans le nord de la France. Elle déménage dans la région et elle a une histoire de lésion kystique suspecte connue depuis 3 ou 4 ans. Elle a une fonction rénale médiocre avec une créatine à 178 et un DFG à 23. Elle est sous Advagraf, c'est L-sept et cortencil. Et donc on voit quand même qu'elle a 2 kystes, un plus petit qui est Bosniaque 2F, donc douteux, et un Bosniaque 3 qui fait 13 mm. Et le Bosniaque 3, il grossit, mais pas tellement. Et il n'a pas de caractéristiques vraiment péjoratives sur l'imagerie. Elle n'a pas eu d'uro-TDM parce que sa fonction rénale n'est pas bonne. Et donc là, on voit la lésion kystique Bosniaque 3 qui est là, avec des cloisons épaisses, un rehaussement, et la lésion Bosniaque 2F qui ne se rehausse pas et qui a une cloison et une calcification ici. Donc c'est une patiente assez âgée, comorbide, avec des lésions qui évoluent peu et des lésions assez mal localisées puisqu'elles sont au pôle inférieur à proximité de l'urtère et du pédicule rénal et sur une zone finalement pareille où le greffon est très adhérent. Donc, elle, on a plutôt opté pour une surveillance après décision partagée avec la patiente pour les raisons suivantes. Elle a un DFG faible, un risque métastatique qui est quasiment de 0 et on a du recul, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'imageries chez elle qui ont montré une absence d'évolutivité significative. Même si on sait que c'est une lésion probablement cancéreuse, on sait qu'elle a un bon pronostic et que cette dame-là, elle a un risque métastatique très faible. Le standard, là, dans le cadre de tumeurs kystiques, ça serait une néphrectomie partielle. Ça reste très à risque de complications, de dégradation de la fonction rénale, voire de mise en dialyse en post-opératoire. Donc, c'est vraiment à éviter. L'ablathermie aurait pu être faisable, mais avec un résultat probablement sous-optimal. Et donc, cette patiente a été mise dans un protocole de surveillance active. Ça fait quand même 2 ans qu'on la suit et ça n'a pas évolué. Dernier cas, pareil, découverte fortuite d'une lésion tissulaire du greffon, un patient de 58 ans, c'est une maladie de Berger, il est tabagique, gros tabagique, transplanté en 2017, pas mal de problèmes vasculaires par ailleurs quand même, une créatine à 155 et une clairance à 40 minutes. Il est sous Eliquis, Certican, Belatacept et Cortencil.
Découverte fortuite sur une échographie comme les autres. Donc lui, il n'a pas eu de scanner injecté en premier lieu en raison d'une clairance à 40, bien qu'il aurait pu être fait quand même. Donc il a eu un Sonoview qui montrait un rehaussement significatif, une IRM qui montrait une lésion de 25 mm en hyposignal T2 avec un faible rehaussement, et un scanner qu'on lui a fait plutôt dans le cadre d'un bilan préopératoire avec une lésion exophytique de la lèvre antérieure du rein, un bilan d'extension négatif. Donc là, on voit les images de l'IRM. Donc on voit que la lésion, elle ne se rehausse pas beaucoup quand même, mais elle est suspecte puisqu'elle est tissulaire. Elle est sur la lèvre antérieure du rein, donc sur une zone accessible chirurgicalement, une zone qui pourrait être accessible en ablathermie, mais en traversant le rein, puisque là, sur l'IRM, on ne voit pas d'interposition digestive, mais que par devant, forcément, on a le côlon gauche, l'intestin grêle. Donc c'est plutôt un patient qui a une présentation favorable pour une chirurgie, faisable pour une ablathermie, mais un peu plus défavorable. Donc on lui a proposé une chirurgie, puisque c'était une lésion tissulaire de la lèvre antérieure et que c'était faisable par voie mini-invasive, avec un accès assez simple. C'est un patient jeune qui a donc un bénéfice à long terme à être opéré. Les arguments contre, c'était le Certican, que je pense qu'on a dû lui arrêter en périopératoire, mais je ne me rappelle plus, et l'anticoagulant curatif. Donc il a été opéré sans nécessité de clampage vasculaire, avec des pertes sanguines modérées, une chirurgie qui s'est bien passée et une fonction rénale qui est parfaitement conservée à 1 an de la chirurgie et pas de signe de récidive. L'histologie a confirmé un carcinome papillaire, donc lui on ne l'avait pas biopsié puisqu'on partait sur une chirurgie. Un carcinome papillaire d'exérèse complète et de grade 2. Donc en conclusion, le cancer du rein sur greffon rénal, c'est une entité assez rare, mais il y a quand même un risque accru, mais qui est équivalent au risque de cancer du rein natif globalement. La biopsie, elle est quand même presque toujours utile, sauf dans quelques cas, comme celui qu'on a vu en dernier. Elle peut permettre d'orienter le traitement, voire parfois de surveiller en fonction de l'histologie. La néphrectomie partielle, c'est le gold standard si possible, mais en réalité, on fait quasiment que des ablathermies. Il n'y a pas vraiment de nécessité de modifier l'immunosuppression, sauf quand on tombe sur un cancer du rein grave. On en a plutôt eu sur des carcinomes sur les reins natifs. Les cancers du greffon, globalement, ils sont toujours de bons pronostics quasiment. Et voilà, tous les dossiers sont discutés en RCP et on a une RCP à la fois de transplantation et d'onco. Et ça nous permet, avec notre équipe de radiologie qui est très expérimentée, de traiter ces dossiers facilement. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai une petite question. Alors, dans les cancers du poumon localisés chez les patients non opérables, on fait beaucoup de biopsies cryo, mais nous, en pratique, on n'arrive pas, enfin, peut-être du fait de l'organisation, à faire une biopsie ex-tempo plus ou moins cryo. Ça serait possible pour vous Non. On fait une biopsie dans un premier temps, puis la cryo. L'ex-tempo, en plus, c'est pas du tout fiable sur le grade, donc, en tout cas sur le rein. Donc, on s'y fie que sur un prélèvement donneur décédé parce qu'on n'a pas le choix, mais pas sur de la prise en charge réglée. Donc c'est à la fois pour vous attendez l'anapathe final pour décider du traitement local. Il y a quand même sur des masses de 2 cm et moins et de 2 à 4 cm, on a quand même 30% de tumeurs bénignes. Alors chez le greffé, c'est moins vrai, mais on a des oncocytomes, on a des angiomolipomes sans graisse, donc on a quand même vraiment tendance à attendre l'anapathe pour traiter les patients. Et on a déjà fait l'erreur de faire des cryos sans anapathe, et c'est insupportable pour suivre les gens. On en a un comme ça, un patient. Donc on ne sait pas combien de temps de CIT, on sait. Enfin, voilà. Il faut le surveiller ou pas. C'est ça. Qui a un cancer, j'ai du mal à imaginer sur le timing entre la décision de la transplantation, le traitement de la tumeur sur le rein qui va être ensuite transplanté. Comment ça s'articule ça en timing, parce que je vois mal, si on a 8 heures, comment on arrive à retirer, à réséquer, à vérifier que la tumeur qu'on est en zone saine, puis ensuite transplanter, vérifier la fonction du rein. Enfin, Déjà, on discute en amont avec l'imagerie.
Oui. Des fois, ça peut être directement une contre-indication en raison d'imagerie avec une grosse tumeur. Ensuite, nous, sur le rein, on a quand même un délai qui peut aller jusqu'à 24 heures, même si on essaie de greffer dans les 10-16 heures post-clampage. Donc on a quand même le temps. Quand c'est en périph', on revient avec la tumeur et on fait l'extempo souvent au CHU. Quand c'est au CHU, on a une extempo assez facilement. On greffe jamais la nuit, on prélève souvent la nuit, mais du coup on fait l'extempo au petit matin et on l'a au moment de greffer. Après, la question qui se pose souvent, c'est est-ce que l'équipe préleveuse garde le rein avec la tumeur? Est-ce qu'elle l'envoie ailleurs? On a tendance à préférer l'envoyer ailleurs, mais parfois c'est plus compliqué, justement, quand le rein vient de Bordeaux et qu'il va à Lille. Pour eux, c'est plus compliqué d'avoir le timing adapté. Ensuite, qui fait la tumorectomie? Donc ça, on discute. Moi, j'ai déjà eu une fois une fistule urinaire sur une tumorectomie faite, je ne sais plus où, mais par un autre préleveur. Donc on a tendance à préférer faire nous-mêmes la tumorectomie, mais ce n'est pas toujours possible. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à votre question. Oui, eh bien, merci beaucoup. Et on va passer à la dernière communication de la journée par le docteur Marine Novion. Donc, elle va parler des résultats de l'évaluation des anticorps anti-PD-1 dans les cancers post-transplantation. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis néphro dans l'unité de transplantation rénale du CHU de Bordeaux. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'utilisation des inhibiteurs de chain-pot en transplantation rénale. On va aller assez vite puisque on est en retard et qu'on a déjà vu beaucoup de notions. On l'a dit, le risque néoplasique en transplantation d'organes solides, il est supérieur. Il dépend en effet du type de cancer avec des CIR qui varient, les facteurs de risque, il y a l'immunosuppression chronique, bien évidemment les infections virales. La mortalité par cancer, en fait, elle augmente au fil des années chez les patients greffés qui mouraient avant initialement plus de comorbidités cardiovasculaires, de choses comme ça, et de plus en plus de cancers. Et il y a des papiers qui montrent, avec des données un peu anciennes, que la mortalité spécifique par cancer était plus importante chez les patients transplantés. C'était avant l'ère aussi des nouveaux traitements et potentiellement un biais parce qu'on le verra, les patients greffés reçoivent pas forcément le traitement optimal pour leur cancer. Le risque, bien évidemment, on l'a vu aussi, il n'est pas uniforme, avec un risque majeur, surtout un surrisque de cancer cutané et de cancer, de PTLD et de cancer lié au virus oncogène. Le cancer cutané, Léa elle en a parlé. L'immunosuppression chronique, ça multiplie le risque de kératose actinique et de carcinome épidermoïde. Les carcinomes épidermoïdes chez les patients transplantés sont souvent multiples, agressibles. Et ils sont responsables d'une morbimortalité significative et ça représente dans les différentes cohortes environ 50% des cancers des patients greffés. Le risque de kératose actinique des lésions précancéreuses, c'est environ 10 à 20 fois le risque de la population générale. Il y a un risque de transformation très important d'environ 10% par lésion et par an. Et puis, on l'a dit, le risque de carcinome épidermoïde dans les différentes études observationnelles, il est entre 50 à 200 fois la population générale. Chez le patient transplanté rénal, c'est les données que je vous montre en dessous. On sait que l'immunité, l'oncogénèse est très liée à l'immunité tumorale. Et donc, chez le patient transplanté, on peut s'attendre à ce que l'immunité antitumorale, du fait des traitements anti-rejet, soit altérée dans les différentes phases de l'oncogénèse. Donc là, c'est un schéma qui reprend ça, mais voilà, on a l'impact des anticalcinurines et des antiprolifératifs qui ont probablement un effet un peu néfaste sur l'immunité antitumorale. Au niveau de cette immunité antitumorale, très rapidement, parce que ça va être le sujet du propos, c'est qu'au niveau des cellules tumorales et du micro-environnement tumoral, il y a différents mécanismes
immunosuppresseurs. Et ce qui va nous intéresser en particulier, c'est l'expression augmentée des récepteurs de co-inhibition par les cellules tumorales qui ont mené à la découverte des inhibiteurs de checkpoint, qui sont donc des anticorps monoclonaux qui ciblent ces récepteurs de co-inhibition de la réponse lymphocytaire T. Alors on a des anti-PD1, des anti-PD1 ligands et aussi la voie CTLA4 qui sont utilisés depuis 2011 en première ligne pour, on l'a vu, de nombreux cancers en stade avancé ou métastatique, mais également dans certains types de cancers chez l'immunocompétent en traitement adjuvant. Pourquoi ça pose problème les inhibiteurs de checkpoint en transplantation rénale? On a peu de données. Les patients greffés d'organes, ils ont été exclus des essais, dans tous les essais randomisés. Pourquoi? Il y avait initialement 2 préoccupations. C'était possiblement que le traitement immunosuppresseur pourrait limiter l'efficacité des inhibiteurs de checkpoint chez ces patients. Et également, le gros point noir, c'était le risque de rejet des inhibiteurs de checkpoint qui allaient rompre la tolérance et donc favoriser les rejets. Qu'est-ce qu'on a comme données actuellement? Il y a pas mal d'études, alors surtout chez le transplanté rénal, bien évidemment. Il y a des études de cohorte. Il y a quand même des infos importantes. L'efficacité de l'immunothérapie, elle semble préservée chez elle semble comparable à la population d'immunocompétents chez le patient transplanté, en particulier transplanté rénal, avec dans toutes les études rétrospectives des taux de réponse objectifs qui sont superposables à la population générale. On a plusieurs études rétrospectives. Il y en a une, avec un tout petit effectif, mais avec 10 patients transplantés rénaux qui ont été comparés à des patients immunocompétents et ils avaient des taux de réponse globalement similaires. Au niveau du risque de rejet, les premières données qu'on a eues, c'est que on a un risque de rejet qui est qui est important. 40 à 50% des patients font un rejet dans les différentes études et c'est des rejets hyper précoces avec une médiane de survenue selon les études de 4 à 6 semaines. Généralement, après la 2e dose d'immunothérapie, c'est le meilleur moment. Malheureusement, dans toutes ces études, il y a plein de facteurs confondants et qui rendent difficile d'analyser ces chiffres. Les problèmes d'immunosuppression avec des schémas d'immunosuppression qui ne sont jamais les mêmes. Majoritairement, quand même, on a surtout une baisse de l'immunosuppression. On a aussi des biais parce qu'on a pas mal de diagnostics de rejet en transplantation rénale qui sont faits sans biopsie, alors que ces patients avec l'immunothérapie peuvent aussi avoir d'autres problématiques et des insuffisances rénales aiguës liées à d'autres choses, ou alors des patients qui ont une immunothérapie associée à un inhibiteur de tyrosine kinase et donc qui sont protéinuriques sur l'effet de l'ITK ou de l'anti-VEGF et non pas sur un rejet lié à l'immunothérapie. Donc la biopsie, elle est importante et on n'a pas réussi à trouver de facteurs de risque de rejet, en tout cas de choses franches. Au niveau perte de greffons, c'est assez catastrophique puisque dans les études rétrospectives, c'est 50 à 80% de perte de greffons chez les patients qui ont fait un rejet. Dans cette étude rétrospective, la seule chose, c'était 70 patients greffés rénaux multicentriques rétrospectifs qui avaient reçu une immunothérapie. Donc c'est ça, 40% de rejet, médiane de survenue 24 jours. 65% des patients qui ont fait un rejet, ils perdent leur greffon et donc ils retournent en dialyse. Dans cette étude, l'efficacité de l'immunothérapie en fonction du type de cancer semblait la même qu'en population d'immunocompétents. Mais par contre, ils avaient trouvé un facteur protecteur chez leur cohorte qui était le traitement par inhibiteur de mTOR à l'initiation de l'immunothérapie. Et d'ailleurs, une bonne partie de leurs patients avaient une conversion vers les inhibiteurs de mTOR et l'arrêt des antiprolifératifs. Au niveau des essais randomisés, il n'y a pas grand-chose, on en a déjà parlé. Il y a 3 études et en fait, j'y reviendrai, mais une qui est assez étonnante, dont les résultats sont assez discordants, qui est l'étude de Boston où l'utilisation du cimiplimab chez les patients avec un carcinome épidermoïde avancé, avec un switch systématique de l'immunosuppression vers un schéma comportant des inhibiteurs de mTOR et des corticostéroïdes, ils n'avaient aucun rejet sur les 12 patients de leur essai. Et un taux de réponse qui était comparable à la population immunocompétente.
Donc il y a un papier qui est paru l'année dernière, qui est une étude rétrospective, mais qui fait le point un petit peu sur l'expérience française. Alors c'est 6 centres de transplantation dont on a fait partie, qui reprend donc l'utilisation de l'immunothérapie chez 34 patients transplantés rénaux. C'était la majorité pour des cancers cutanés, un tiers de cancers bronchopulmonaires et en majorité l'utilisation de pembrolizumab. Qu'on peut voir au niveau immunosuppresseur, donc encore là, c'est rétrospectif, on n'a pas de schéma standardisé, mais globalement, au diagnostic, enfin à la mise sous immunothérapie, les patients ont arrêté leur antimétabolite, donc majoritairement le mycophénolate, enfin le MPA ou le mycophénolate mofétyle. Il y avait 82 des patients qui avaient un antiprolifératif à la mise de l'immunothérapie, on l'arrêtait, il n'y en avait plus que 24% qui le gardaient. On a une augmentation de l'utilisation des inhibiteurs de mTOR. L'utilisation des anticalcineurines, elle est globalement stable et on augmente un petit peu l'utilisation des corticostéroïdes. Il y avait quand même 61% des patients à l'initiation de l'immunothérapie qui avaient une trithérapie, et on réduisait à la double immunosuppression chez 70% de ces patients. Au niveau des principaux résultats, donc, ils se sont déjà d'abord intéressés à l'efficacité oncologique. Donc le taux de réponse objective, 38%, donc tout cancer confondu. Une médiane de survie sans progression qui était à 5,5 mois et une survie globale dans cette cohorte de 10,7 mois en médiane. Au niveau des rejets des pertes de greffons, 26% de rejets, ce qui semble être un petit peu moins que dans les papiers précédemment publiés. C'était des rejets qui ont tous été prouvés par biopsie, 100% de rejets cellulaires, avec sur 30% des biopsies une composante humorale aussi, médiane de survenue concordante avec les données déjà connues, 24 jours, et 40% des patients qui faisaient un rejet ont perdu leur greffon. Au niveau des traitements des rejets, bon, c'est pas codifié, mais comme c'est du rejet cellulaire, enfin, sur du rejet cellulaire, le traitement globalement, c'est les corticostéroïdes. Les doses n'étaient pas détaillées dans le papier, mais les 9 patients qui ont fait un rejet, il y en a 8 qui ont eu des corticos. Et par contre, alors, au niveau des résultats, on l'a dit, hein, globalement, c'est 50% des patients qui répondent aux corticostéroïdes et 4 qui perdent leur greffon, avec sur le total de la cohorte quand même 3 néphrectomies. Alors il n'y a pas les détails des néphrectomies, mais c'est vrai que nous on a eu l'expérience en tout cas des fois de néphrectomies nécessaires en urgence sur en fait des rejets hyper aigus avec une composante systémique qui fait qu'on n'a pas le choix que d'aller à la néphrectomie pour le patient, enfin la transplantectomie. Au niveau de la survie du greffon et de la survie globale, alors ça c'est la survie du greffon censuré sur le décès, bien évidemment, si on a fait un rejet, elle est bien moins bonne. Par contre, si on s'intéresse à la survie du patient et du greffon, en fait, il n'y a pas de différence significative. Et globalement, alors c'est propre à la transplantation rénale, bien évidemment, mais en fait, la majorité des pertes de greffon, c'est des patients qui décèdent. Les pertes de greffon, elles surviennent surtout chez les patients. En fait, ils décèdent avec un greffon fonctionnel et donc ils décèdent d'une progression métastatique. Et c'est des données qui ont déjà été montrées. En fait, les patients, ils vont décéder de l'évolution de leur cancer et non pas de la perte du greffon, puisque nous, on a la possibilité de les remettre en dialyse. Et donc, la perte du greffon ne signifie pas, en tout cas quand elle est liée au rejet, décès. Une des conclusions qu'on peut faire de cette étude, c'est que on a quand même... Il y a 2 façons de voir les choses, soit de la façon, on va dire, du transplanteur, soit de la façon de l'oncologue. Mais globalement, il y a pour environ 40% des patients une réponse oncologique objective, avec un tiers des patients qui ont un greffon qui reste fonctionnel et qui en plus ont une réponse oncologique. Donc ça, c'est le but qu'on cherche à atteindre. Mais on a quand même ce qu'ils appellent l'acceptable outcome,
10% de leurs patients qui, certes, ont été remis en dialyse, mais ont une réponse oncologique et donc ont une survie augmentée au prix d'avoir été remis en dialyse. Et bien évidemment, il y a quand même une grosse proportion de patients qui progressent sur le plan oncologique. C'est ce qu'on a dit, hein, les patients, ils décèdent parce qu'ils progressent sur le plan oncologique et non pas parce qu'ils perdent leur greffon d'un rejet. Au niveau de la stratégie immunosuppressive, je fais juste un point rapide sur l'étude de Boston parce que, comme l'a dit Lionel Cousy ce matin, nous, c'est l'étude, enfin en tout cas, c'est suite à cette étude qu'on a changé notre stratégie immunosuppressive pour tous les patients qui sont mis sous immunothérapie, peu importe le type de cancer, pas seulement les cancers dermato. Donc c'était une étude prospective de phase 1, 12 patients qui ont tous été switchés inhibiteurs de mTOR corticoïdes, que ce soit l'Evero, le Siro, avant la première perf, 7 à 10 jours avant la première perf d'immunothérapie par sémiplimab et une cure courte de corticoïdes pour entourer chaque perfusion. Au niveau oncologique, l'efficacité, elle était comparable à la population d'immunocompétentes, 46% de taux de réponse objective et dans cette étude, aucun rejet au niveau du greffon rénal. Ce papier, il a déjà été cité, mais ça reprend pour le coup une méta-analyse des patients traités par immunothérapie transplantés tout organe avec, on l'a dit, une efficacité qui semble comparable et des taux de rejet de 36% dans cette méta-analyse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'immunothérapie et en transplantation rénale ? Faut-il en avoir peur ? En tout cas, l'efficacité antitumorale, elle semble comparable à la population en général et selon les études, 30 à 50% de taux de réponse objectif. Le risque de rejet, il est important. Alors, c'est difficile quand on voit un patient. Globalement, on dit oui, entre 30 à 50% de rejet quand même, avec surtout des rejets qui sont des rejets cellulaires qui semblent être de mauvais pronostics malgré l'utilisation de corticoïdes. Mais il faut garder à l'esprit que la principale cause de perte de greffon chez ces patients, ça reste le décès en fait. L'importance d'adapter le traitement immunosuppresseur. Alors nous, c'est vrai qu'on a fait le choix, en tout cas, d'utiliser systématiquement les inhibiteurs de mTOR pour encadrer l'immunothérapie chez les patients. Il y a probablement des facteurs de risque de rejet. La double immunothérapie est probablement plus à risque. Et il y a un papier qui montre que peut-être les anti-CTLA4 auraient un risque majoré. Ce qui est très très important, c'est d'avoir une discussion pluridisciplinaire et surtout une coordination avec les patients entre le centre de transplantation, le néphrologue. Alors nous, on a la particularité que nos patients soient suivis après la première année plus régulièrement finalement par leur néphrologue de proximité que par nous. Donc c'est très important que le néphrologue soit mis dans la boucle et également l'oncologue et bien évidemment le patient. Notre plus grosse problématique, en tout cas on a l'impression, c'est qu'en fait nous on ne nous contacte pas assez souvent et généralement les patients ils sont récusés d'immunothérapie par les RCP locales parce qu'ils sont greffés, alors que nous, quand on nous pose la question, on ne contre-indique jamais l'immunothérapie et puis on en parle aux patients, que ce soit nous ou le néphrologue de proximité qui des fois est bien plus proche de son patient et qui dans certains centres même, va prendre en charge le patient et va faire le suivi très rapproché au cours des 2 premiers mois avec des bilans, on l'a vu dans d'autres exemples, mais nous on fait un bilan hebdomadaire les 2 premiers mois avec une biopsie du greffon au moindre doute. Mais en tout cas, l'important, c'est de pouvoir avoir une discussion partagée entre les différentes spécialités et surtout avec le patient et de garder en tête que voilà, il faut mettre, avec le patient, il faut lui présenter les choses comme oui, il y a un risque de perte de votre greffon rénal, mais est-ce qu'on prend le risque de perdre son greffon, mais d'avoir une réponse oncologique, ce qui bien sûr, en tout cas, nous, dans notre expérience, est rarement refusé par le patient. On a peu de patients qui refusent la mise sous immunothérapie au risque de repartir en dialyse. Voilà.
bolus de corticostéroïdes et puis potentiellement, je sais pas, j'imagine qu'il y a quelques semaines où vous arrêtez transitoire les inhibiteurs d'immune checkpoint, non et en fait, pas du tout vraisemblablement de ce que vous montrez. Je sais pas comment Nous, on dans peut notre interpréter expérience, ça. on a eu des différents cas. Alors souvent, quand même, on a l'impression les rejets, enfin en tout cas les derniers qu'on a eu, on a eu pas mal de rejets assez sévères. Donc avec des patients qui arrivent altérés, et des fois qu'il faut remettre en dialyse, enfin qu'il faut parfois remettre en dialyse transitoirement. Je l'ai dit, on en a eu un qu'il a fallu faire une transplantectomie. Donc là, c'est sûr qu'il y a une pause de l'immunothérapie, mais plus liée au fait que le patient il s'est altéré sur le rejet. C'est pas tant sur parce qu'on veut traiter le rejet, qu'on demande, voilà, c'est plus sur l'altération du patient qui arrive souvent en vrac parce que d'un seul, il a une IRA très sévère avec des gros troubles hydroélectrolytiques et finalement se pose la question de la mise en dialyse en urgence. Après, sur les patients qu'on a eu qui ont fait des rejets qu'on a traités, ceux qu'on a traités, souvent, c'était des rejets graves. Et donc, oui, il y a eu une pause de l'immunothérapie, mais plus sur la condition du patient. Qui ne se retranscrit pas en survie globale. Quoi. Non, après, nous, on a pas, je ne sais pas combien on a de patients depuis qu'on fait le protocole. On a en tout cas on n'a pas 0% de rejet avec le protocole. Ça, c'est sûr qu'avec le switch mTOR, je pense qu'on se rapproche des 30 à 50% de rejet. Ouais. Ouais, peut-être un peu moins. Faut qu'on regarde, mais oui, on a eu les premiers, mais les derniers. Et juste. Oui. Et juste, Marine, pour répondre à ta question, en fait, les patients qui font des toxicités aux immunothérapies, donc là, on pourrait considérer que le rejet, c'est une toxicité, ils vivent beaucoup plus longtemps que les gens qui ne font pas de toxicité en population générale. Donc, en fait, même quand on les traite par corticoïdes haute dose, tu vois. Donc en fait, c'est chez l'immunocompétent. Et juste 2 petites notions pour un peu à la fois réchauffer, d'autre côté refroidir les élans des ICI chez les transplantés. La première chose, c'est donc la méta-analyse qui est sortie avec les 350 malades. Il faut savoir qu'il y a un peu des torchons et des serviettes. Et il y a eu il y a notamment des transplantés rénaux où ils ont juste tout arrêté et fait l'anti-PD1. Donc à voir si l'efficacité antitumorale est autant. Et puis pour Anna et Al, que 12 patients, la plupart étaient transplantés depuis très longtemps, sans aucun signe de rejet. Ils avaient déjà des limiteurs de mTOR. Oui, ils avaient peu de MMF, risques. Ils avaient une faible immunosuppression dans l'étude. Après, en tout cas, l'expérience qu'on a, c'est que souvent, quand même, les patients, en particulier sur le plan, quand c'est des carcinomes dermato, ce qui est le cas avancé, comme ils ont déjà une histoire, ils ont très souvent été déjà minimisés beaucoup parce que on l'a dit, nous, par exemple, ils sont switchés inhibiteurs de mTOR avec baisse des doses d'anticalcinorine dès le premier épisode. Et si on voit qu'ils continuent à en faire, il y a même des patients qu'on switch pour inhibiteurs de mTOR seuls sans immunothérapie, juste pour réduire la fréquence des cancers. Ou alors, s'il y a une toxicité à l'inhibiteur de mTOR, ils sont sous anticalcinorine très faible dose. En tout cas, chez nous, ces patients sont déjà, c'est vrai, on a allégé fortement le protocole d'immunosuppression bien en amont, souvent du diagnostic de maladie métastatique, en fait. Et effectivement, et puis les inhibiteurs de mTOR, nous, chez l'immunocompétent, on a des protocoles, notamment dans le carcinome rénal, où avant, on utilisait Evero anti-PD1, mais nous, on utilise des doses d'Evero qui sont 20 fois supérieures aux vôtres. Donc, on sait que les inhibiteurs de mTOR, ça n'inhibe pas l'efficacité des anti-PD1. Et l'autre chose, c'est, attention, dans la méta-analyse qui a été montrée, c'est en fait quasiment tous les patients qui font un rejet, c'est les gens chez qui on a arrêté les inhibiteurs de calcinorine. Donc ça, c'est plutôt un sujet pour les transplantations non rénale. Oui, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de signal sur inhibiteur de calcinorine diminuerait l'efficacité des anti-PD, anti-PDL1. Le MMF a l'air de quand même diminuer l'efficacité. En gros, si on peut faire corticoïde pulsé, inhibiteur de mTOR, ça paraît très bien. Mais pour les autres transplantations, faire un tacro-évero-corticoïde pulsé ou tacro-corticoïde pulsé, ça paraît pour moi être aujourd'hui la meilleure solution. Et notamment dans le PHRC, on a mis l'immuno en première ligne pour tous les transplantés rénaux et globalement en deuxième ligne pour les transplantés cœur, poumon et foie. Et pour vous donner des données françaises, de 2012 à 2025, il y a 400 patients transplantés d'organes solides qui ont été traités par immunothérapie, qu'on a identifiés dans le SNDS. Et là, on est en train de voir qui fait des rejets ou pas. Et moins de 10 cœurs poumons combinés. Oui. Moi, en tout cas, j'ai vu qu'il y avait une utilisation de pembrolizumab. Donc, je me dis que non, en hémato, pour le Hodgkin et le primitif du médiastin, on sera peut-être plus confortable à les utiliser dans ces indications.
C'est juste sur les données que Antoine Jadot avait montré, il y avait les lymphomes Hodgkin, ils avaient été traités par BV beaucoup, BV-AVD et AVD, mais AVD, mais il n'y avait pas du tout de niveau qui est le standard de traitement maintenant aux États-Unis. Donc c'est vrai que ce serait intéressant. On n'essaiera pas en première ligne en tout cas. Merci à tous. On va se séparer parce qu'il y a des trains qui sont en attente. Alors merci pour l'organisation. Florence Muchery, qui est tout au loin, qui a bossé à fond pour l'organisation, qui est ma secrétaire et qui bosse toujours de façon parfaite. Marianne Véry, qui a disparu, je ne sais pas où elle est. Elle est dans le train. Voilà, on peut dire plein de trucs mal parce qu'elle n'est pas là. Non, elle est super, et ça, on le sait, s'occupe de chirogreffe. Baptiste Abar, qui est notre cancérologue, donc il peut dire les trucs que je ne comprends pas, et moi je dis les trucs qu'il ne comprend pas, comme ça on est homogène. Et puis un grand merci pour l'organisation de Fontanet Bijoux, qui bosse là-dessus depuis un peu plus d'1 an, et qui a réussi, ce qui est toujours le plus difficile, à vraiment ramener beaucoup d'experts de la région, et ça c'est le plus de ce type de réunion. Merci aux laboratoires qui nous ont aidés, je vais essayer de ne pas les oublier tous. Il y a Stella, il y a Pierre Fabre, Roche, Régénéron et Takeda. Voilà. Et puis merci aux techniciens qui sont derrière, qui sont en train de discuter, qui ont fait un super boulot. Et merci à Nourdine, parce que sinon il va pleurer. Mais oui, alors j'ai juste dit avant. Ouais, j'ai juste dit avant. Fontanet a une autre idée. Donc effectivement, il y a le backstage qui est là, hein, qui est affiché ici, tous les participants. Et donc on vous prépare des petits ballotins là, que vous pourrez ramener avec vous pour continuer à déguster les bonnes petites choses, et tout en prenant l'apéritif dans le train. Et puis voilà, on passe d'un... Bah, il ne veut pas s'afficher. Oui, à une autre belle ville, parce que potentiellement ce serait Lyon. Et donc j'avais mis... Ça ne s'affiche pas. J'avais mis demi-Wardo à un autre mi-Wardo, parce qu'il y a aussi un mi-Wardo à Lyon. Et ce serait... il ne veut pas. Ah oui, si. Avec le professeur Emmanuel Bachy, mais ça doit être encore confirmé par l'intéressé, parce qu'il n'est pas encore au courant. Voilà.